Voilà, donc théoriquement, ça y est, nous sommes en direct et on est bien content puisque globalement, on commence avec très peu de retard, ce qui est rare hein, quand même dans ces nouveaux formats. Merci d'être déjà assez nombreux avec nous, hein. Je vois qu'il y a déjà plus de 250 personnes connectées. On en attend évidemment encore un peu plus pour cette première Conf ESR, donc organisée par notre agence Campuscom. Bon, on fera la promo de l'agence un peu plus tard, hein. On y reviendra évidemment tout au long de cette conférence. Évidemment, on a vécu la crise comme tout le monde, hein, cette crise du Covid ces derniers mois. On l'a vécu au sein de l'agence, on l'a vécu surtout à vos côtés, aux côtés de l'ensemble de nos clients, universités, grandes écoles et réseaux. Et c'est vrai qu'on avait envie, à travers cette conférence, de pouvoir partager un temps d'échange, un temps de réflexion aussi et de projection sur l'avenir face à cette crise et tout ce qu'on a vécu ces derniers temps et peut-être d'ailleurs ce qui nous reste aussi à vivre très prochainement. Pour la petite histoire, on avait à la base prévu d'organiser des conférences et de lancer un cycle de conférences en présentiel cette année, au mois de mai, au mois de juin. Évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, on a été obligé de reporter ces événements. Et donc, c'est pour ça que on a souhaité organiser la chose online, voilà. Et tout naturellement, on avait envie de démarrer par un sujet de communication. C'est notre quotidien, c'est le vôtre également. Et on s'est tourné vers l'ARCES, l'ARCES, l'association des responsables de la communication de l'enseignement supérieur, pour co-organiser en fait cet événement. Donc on les remercie. On remercie Sandra Desmoulins pour sa confiance et puis toute son équipe, tout son bureau. Qui ont été à nos côtés ces dernières semaines pour organiser l'événement et pour mobiliser autour d'eux. On reparlera évidemment de l'ARCES tout à l'heure. Peut-être un petit point sur les participants. Alors vous voyez, on meuble un petit peu au départ, mais l'idée, c'est de pouvoir vous faire arriver tranquillement avant de vous présenter nos intervenants. Et je vous présente Tatiana, d'ailleurs, qui est avec nous. Bonjour. Tatiana qui est consultante au sein de notre agence Campuscom et qui sera le standard quelque part, je ne sais pas comment te présenter, en tout cas qui fera le relais entre vos questions et puis les intervenants tout au long en fait de la conférence. Sachant que vous pouvez vous poser des questions sur l'onglet de droite et vous avez la possibilité aussi de voter pour des questions qui vous semblent intéressantes pour qu'elles puissent remonter parce que parfois dans le flot de questions on ne pourra peut-être pas tout traiter. Donc si une vous paraît particulièrement intéressante, vous pouvez voter par la petite flèche à côté de la question. Voilà. Et vous avez également un chat pour vous dire bonjour, pour échanger Oui. tout au long de la conférence. Voilà, n'hésitez pas. On va remercier déjà hein, parce qu'on voit quand même pas mal de participants nous à travers les inscrits. Il y a beaucoup de monde hein, du côté des universités Strasbourg, Grenoble, Lyon, Rennes, Limoges, Toulouse, Toulon, Bordeaux, Saint-Étienne, Paris. On doit oublier plein de gens. Hein. Il y a plein d'universités parisiennes, plein de grandes écoles aussi, l'ESSEC, Néoma, TBS. Arts et métiers, l'EM Lyon, l'EM Normandie, les INSA, il y a pas mal d'INSA, d'IAE, également d'IUT. Bonjour à tout le monde. Ah oui, le CNRS, l'INSERM aussi, qui sont avec nous, des organismes de recherche. Je pense que c'est un sujet qu'on évoquera tout au long de la conférence. Il y a également des gens de Campus France, des gens du ministère de l'Enseignement supérieur. On va essayer d'être un peu, voilà. Des gens du CNUS, des gens des CROUS, pas mal de gens des CROUS, hein, un peu partout en France et puis dans les dom-tom aussi. C'est plutôt, on est content de vous accueillir. Et puis un mot des DIRCOM, notamment venus je vois Didier Amann, bonjour de Belgique, c'est l'université de Louvain. Il y a plein de DIRCOM européens, on est super content de vous avoir, de Suisse, de Belgique, et puis également de pays non francophones, hein, la Pologne, l'Italie, le Liban, l'Espagne, enfin il y a vraiment des gens de tous les pays. On est très très content de vous avoir. Bonjour de IMT Business School, bonjour à vous, bonjour de Nantes, enfin voilà, il y a plein de monde en ligne déjà connecté, on est quasiment déjà 300. Très rapidement, on est ensemble donc pour à peu près 1h30 pour échanger autour donc des enjeux autour de cette crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois. On va se poser la question de savoir quel est l'impact de cette crise sur vos dispositifs, vos enjeux de communication, vos plans de communication. Comment réussir à préserver l'image de marque de vos établissements dans ce contexte. On le verra peut-être, d'ailleurs, elle peut peut-être également sortir grandie
de cette séquence. On aura quelques exemples, quelques échanges assez éclairants d'ailleurs à ce sujet. Et puis on va essayer de tirer des enseignements les plus positifs possibles et de tout ce qui s'est déjà mis en place dans le secteur et parler évidemment des conséquences sur la rentrée de septembre notamment qui est juste devant nous et puis également sur cette année 2020-2021 encore pleine d'incertitudes puisque on ne sait pas dans quel contexte les choses vont se dérouler. On voit qu'il y a actuellement un peu de reprise épidémique du côté de la Chine, ça inquiète évidemment tout le monde. Donc on va être dans ces situations, on en reparlera avec nos intervenants où bien évidemment on construit des scénarios et on est obligé finalement d'avoir des plans A, des plans B, puisque personne n'est capable de dire exactement dans quelles conditions tout ça va se passer. Voilà, je vais essayer de vous présenter donc rapidement les différents intervenants qu'on va entendre aujourd'hui. Alors, j'ai normalement toute la liste des intervenants quelque part par là. Je vais pas forcément la trouver tout de suite. Bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Donc, on aura avec nous dans quelques instants François Germinet, qui est le président de CY Cergy Paris Université et également membre de la CPU, la conférence des présidents d'université. D'ailleurs, à ce titre, il préside un comité communication qui est dédié notamment à l'attractivité des universités. On parlera évidemment donc de ça avec lui. Également avec nous, on a l'honneur d'avoir Alice Guillon, qui est la directrice générale de Schema Business School et qui est également la présidente du collectif, on va dire comme ça, des grandes écoles des écoles de commerce au sein de la conférence des grandes écoles. Ça s'appelle le chapitre des grandes écoles. Ah voilà, on retrouve tout de suite, merci à la régie, la liste de nos intervenants. On va peut-être fonctionner comme ça. D'ailleurs, on va laisser la régie réaliser puisqu'ils font ça bien mieux que nous. Jérôme Gilbert, directeur de la com de Sciences Po, Enora Lorcy, vice-présidente étudiante de l'université Gustave Eiffel, Olivier Rollo, rédacteur en chef de l'Essentiel du SUP, et Anne-Laure Oudinot, la directrice de la communication de GEM. Voilà nos 7 intervenants avec qui on va pouvoir aborder toutes les questions que j'évoquais. Et bien sûr, toutes les questions que vous posez, encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à continuer à vous connecter et donc à poser vos questions directement via l'onglet dédié sur la droite de votre écran. Voilà, Tatiana, d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà peut-être des premières questions à identifier. Pas pour l'instant, tout le monde se salue. On attend, je pense, d'aborder les premiers sujets. C'est cordial. En tout cas, tu notes tout ça et c'est toi qui seras la grande prêtresse de vos interventions. J'en profite aussi avant qu'on démarre dans quelques instants avec notre première invitée pour remercier toute l'équipe de l'agence ultra mobilisée sur le projet depuis des semaines. Je pense notamment à Coralie qui est en régie à l'heure actuelle et qui normalement est chef de projet mais qui aujourd'hui est réalisatrice. Voilà, c'est notre réalisatrice en chef pour cette séquence. Et puis évidemment à toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, Clémentine, Julien, Flavien, Anaïs. Sabine qui est actuellement sur Twitter en live. D'ailleurs, si vous avez envie de tweeter, si vous arrivez à suivre la conférence à Twitter en même temps, il y a un hashtag dédié qui s'appelle ConfESR, tout simplement. Hashtag ConfESR. Et c'est Sabine de son côté qui s'occupera de tout ça. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne dans l'équipe, ils m'en voudront pas. Et on va peut-être pouvoir démarrer avec notre première invitée avant d'accueillir nos intervenants. Notre premier invité qui n'est pas français, notre premier invité qui nous vient tout droit de Belgique. Est-ce qu'il est avec nous Jan Dries, le directeur de la communication de l'université d'Anvers. Il arrive, il se connecte. Voilà. Bonjour Jan Dries. Bonjour. Comment allez-vous en Belgique? Oui, ça va très bien. Vous êtes déconfiné aussi? Ça va bien, mais c'était différent quelques semaines passées, oui. Ouais. Alors, je précise, Yann, que vous parlez français et voilà, anglais en général et français quand même. Voilà, on va le constater avec un léger accent, mais un niveau de compréhension absolument incroyable. Yann, vous êtes donc, je le disais, le directeur de la communication de l'université d'Anvers, mais également le président de Prio. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, un mot sur Prio. Le Prio, c'est en gros, je vais résumer comme ça,
c'est le pendant de l'ARCES au niveau européen, c'est l'Association européenne des responsables de com de l'enseignement supérieur. Ouais, Hein, c'est exactement. ça. Yann, combien de membres à Euprio, combien de pays représentés pour qu'on ait un peu l'idée de votre périmètre? Bah, dans des années normaux, je dirais, on a 700 membres dans 25 pays partout en Europe. Oui. Voilà, ouais, donc c'est relativement On a important. même un membre des États-Unis, du Liban, donc c'est un peu plus large que l'Europe, Ouais. mais ce sont des exceptions. Mm. Le Liban qui est avec nous d'ailleurs, hein, je crois aujourd'hui, on a vu des inscrits en tout cas pour la conférence. Euprio, bon, on va pas détailler tout ce que fait l'association, ce serait évidemment trop long. Un mot juste quand même sur les Euprio Awards, donc ça a lieu tous les ans, hein, je crois. Vous remettez des prix européens de communication. Oui, oui. Donc, on invite tous les gens qui nous suivent aujourd'hui à candidater à ces prix, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, hein, souvent dans ces prix. Euh, De plus en chaque année, plus? il y a 2 ou 3 projets français, donc oui. Ok, bon, on pourra en avoir un petit peu plus. Et pour ça, il suffit de se rendre sur le site de Prio, je suppose. Il y a toutes les informations nécessaires. Et un mot également sur le colloque. Alors, il devait y avoir un colloque cet été, en fait, hein, organisé, je crois, en Italie. Bien sûr, vous avez dû le reporter. C'est votre Oui. colloque annuel à Prio. Il aura lieu l'année prochaine? Oui, 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 en 21 à Trieste, sur la communication scientifique. Ce sera le sujet. Et cette année, on va faire en mois d'octobre, novembre, on va faire un webinaire, une version light et à distance. Ouais. D'accord. Bon, tout ça, ce sera à suivre. Et puis, évidemment, on invite tout le monde à rejoindre Prio notamment pour ce colloque. Il paraît, on m'aurait dit que c'est aussi un moment un peu festif. Ouais. Il paraît. Il nous dira pas tout aujourd'hui en direct, Yann, mais j'ai mes informations. Yann, un mot, c'est pour ça aussi qu'on vous accueille sur une deuxième conférence qui va avoir lieu aussi aujourd'hui, également en partenariat avec nous et puis l'ARCES, une conférence qui sera en anglais, qui démarrera à 14h30 heure française, sur le thème de l'organisation des événements online. Ah ben voilà, on voit la liste des différents intervenants donc issus de votre association européenne. Pourquoi cette conférence, Yann? Besoin de partager également les expériences à votre niveau? Oui, 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 c'est un sujet qui est très, très difficile dans tous les établissements. C'est comment fêter, comment faire des grands événements online, des fêtes pour la graduation. C'est aussi la rentrée, les grands messes du début d'année. Comment faire online? Ouais. Ouais. Comment basculer finalement des événements qui se déroulent normalement en présentiel online? Et d'ailleurs, juste un mot là-dessus parce que c'est quand même intéressant. C'est du vécu pour vous, hein, Yann, puisque il me semble que vous avez appris le confinement, la date du confinement en Belgique, une semaine avant votre journée porte ouverte, Ouais. qui est évidemment un événement extrêmement important pour votre université. Et je crois que vous êtes la seule université belge à l'avoir fait. Vous avez décidé de faire votre journée porte ouverte online. Oui. Ouais. Oui, Et vous avez oui, pivoté comme ça en une semaine vos équipes? oui. On l'a réalisé en une semaine et heureusement avec beaucoup de gens qui étaient très volontaires pour le faire. Donc on a réussi et on a même eu plus de participants qu'un jour porte ouverte normal. Normal, ouais. Je crois que vous avez plus de 5000 visiteurs, c'est ça, alors que vous en avez un peu moins Exact. d'habitude. Exact. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est un événement intéressant. Et d'ailleurs, on va en parler, je pense, pendant le reste de notre conférence d'aujourd'hui. Finalement, c'est un enseignement positif. Est-ce que vous allez continuer à faire des journées portes ouvertes, du coup, virtuelles? Oui, oui, oui. En tout cas, je dirais que la moitié de nos jours portes ouvertes seront virtuelles, en fait. C'est juste visiter le campus. Ça, c'est quelque chose que tout le monde veut faire. On veut voir les laboratoires et tout ça. Donc, pour ça, on fait encore des visites guidées
mais pas forcément en une journée. Donc, ça peut prendre beaucoup plus pendant une période qu'on invite des petits groupes au campus. Ouais. Mais à part de ça, pour passer de l'information, ça va online. Ça marche très bien. Et finalement, sans cette crise du Covid, vous n'auriez peut-être pas organisé cette conférence de cette façon, enfin, cette journée porte ouverte de cette façon. Non, c'est parce qu'on était obligé de le faire qu'on a fait, et on a vécu une expérience positive. Et, voilà. Très bien. En tout cas, c'est un premier enseignement à tirer de tout ça. Merci beaucoup, Yadris, d'avoir été avec nous en direct de Belgique. Vous restez évidemment dans le public pendant cette conférence, et puis on vous retrouve tout à l'heure donc pour le cours en anglais encore plus à l'aise à partir de 14h30 pour la prochaine conférence. On vous invite évidemment à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Merci beaucoup. On va démarrer donc notre conférence avec nos différents intervenants. On va monter notre premier plateau. Je vous demande d'accueillir donc François Germinet, Alice Guillon, David Diné et Jérôme Gilbert. Je vous demande juste un instant de calage de mon côté. Voilà, les aléas du direct. Ça y est, tout va bien. Voilà, François Germinet, Alice Guillon qui viennent de nous rejoindre. Et puis, il ne manque plus que David Diné et Jérôme Gilbert. Voilà, on va mettre tout le monde dans la room, ce sera plus simple, puisque tout a l'air de fonctionner techniquement. Voilà, je vais démarrer avec vous, François Germinet. Bonjour. Bonjour, est-ce que le son fonctionne? Très bien. Comment Formidable. allez-vous? Très bien, très bien. Confiné encore un peu, enfin on se déconfine tranquillement. Ouais, vous n'êtes pas encore à votre bureau? Moitié, mais Moitié. comme ma vie c'est de faire des réunions, finalement c'est plus pratique de le faire de chez moi. Ça ne change pas grand-chose. Donc vous voyez, je suis au milieu de mes bouquins et des jouets de ma fille. Donc président de CYSRJ Paris Université, on dit ça comme ça maintenant, depuis le 1er janvier dernier, on va y revenir. Vous êtes également le président du comité communication et attractivité des universités au sein de la CPU. Donc la CPU, c'est la conférence des présidents d'université, c'est allez, je le dis comme ça, c'est l'association, le club des présidents d'université de France, quoi. Voilà, tout à fait. Donc vous avez été également, vous êtes encore d'ailleurs peut-être vice-président, je ne sais plus, enfin, on se mélange dans tous ces titres. En un mot, François Germinet, qu'est-ce que vous faites dans ce comité communication pour qu'on comprenne à quoi ça sert? Est-ce que le comité s'est réuni pendant cette crise? Quels sont les sujets que vous abordez? Alors, on n'est pas en charge de la rédaction des communiqués de presse de la CPU, mais on travaille plutôt sur les sujets de fond, de long terme, sur la visibilité, l'attractivité des universités, des écoles, la manière dont elles sont perçues, les messages à faire passer, comment est-ce qu'on travaille avec la presse, comment est-ce que on organise le travail entre les présidences, les directions générales, les cabinets et puis les directions de la communication. Voilà, bref, oui, et également comment, lorsqu'on a une crise, comment est-ce qu'on la gère, acculturer les équipes présidentielles à ces sujets-là. Donc, à la fois des sujets de fond sur l'image des universités et des écoles, comment ça se travaille, et puis la communication vers la presse et en cas de crise, comment ça se travaille. On est au cœur du sujet, quoi. C'est Voilà. nouveau ça au sein de la CPU, ce comité, il a quoi, 2 ans Alors, petit hommage à l'ancien président de l'Université d'Avignon, Emmanuel Etis, aujourd'hui recteur, qui avait lancé cette idée. Et puis, du coup, on a fait vivre cette idée. Et avec Joanne Feridelli et toute l'équipe de la CPU, on fait vivre ce comité communication. Les 2 grands dossiers que l'on a travaillé ces derniers mois, c'était l'ALPPR, l'université comme premier acteur de la recherche en France, aux côtés des organismes évidemment, et puis la question de la crise, voilà. Alors je voulais commencer, François Germinet, si vous me le permettez, avec un chiffre, une donnée, à 56%.
C'est un chiffre qui est extrait de la dernière étude que l'ARCES a menée, elle a 1 an quasiment jour pour jour. C'est une étude, c'est un baromètre en fait, hein, qui s'appelle l'Observatoire des métiers de la communication que l'ARCES réalise tous les 2 ans, il me semble, et depuis plus de 10 ans. 56% des DIRCOM dans les universités et les grandes écoles font partie du comité de direction. J'ai envie de dire 56% seulement. C'est à peine plus d'1 sur 2, et on le voit, beaucoup n'y mettent jamais les pieds finalement. Alors au-delà de ce constat général, et qui est un chiffre relativement stable, hein, depuis, je regardais une des dernières études ou des premières études menées par l'ARCES, on était quasiment sur le même ratio, donc ça n'évolue pas vraiment, en tout cas pas vraiment positivement. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer avec cette crise? Est-ce que vous avez changé de regard sur la fonction communication pendant cette crise du Covid, où on a vu peut-être davantage les DIRCOM sur le pont, davantage les DIRCOM et leurs services impliqués dans la crise et dans les enjeux de com de chacun de vos établissements? Alors je caricature un peu, mais c'est vrai que dans certaines universités, il y avait l'idée que j'ai rien à vendre, et puis donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'intégrer la direction de la communication dans mon comité de direction, ou alors voilà, j'ai des plaquettes et un site web à faire, et aujourd'hui ça change de plus en plus avec les stratégies de plus en plus affirmées des universités, des écoles, des sites, les stratégies à l'international, les stratégies sur la structure, l'évolution des formations. Eh bien ça change, et là on l'a vu avec la crise, enfin je le pense sincèrement, on a vu des jeunes présidents, jeunes, c'est-à-dire nouvellement élus ces derniers mois, venir à des médias training, venir avec leur direction de la communication et saisir l'importance de cet enjeu-là, et du fait que la communication fait partie de la stratégie de l'établissement, de comment il se présente et de comment il est perçu. Donc je pense effectivement que ça a un peu bougé, et tout le monde avec cette crise-là a eu besoin de garder le contact. Nous, c'était un peu le thème de notre rubrique, à la fois en interne et en externe, et là la communication était au cœur des réflexions des équipes présidentielles. Est-ce que le poids finalement de la responsabilité a été plus important sur l'épaule de votre DIRCOM et de son équipe, et est-ce que ça va être le cas ces prochains temps? On sait que pour beaucoup, ça a été une période difficile à vivre. Difficile parce que la communication, elle est en front line, et il a fallu tout faire de chez soi, remballer tous ces dossiers en un week-end, tout ramener chez soi, l'équipe dispersée, et en même temps il faut être sur le front comme si on était tous dans la salle, dans notre salle habituelle, et à travailler ensemble, à échanger en mode ping-pong sur ce qu'il faut faire. Donc cette réactivité-là, cette ruche que représente la com lorsqu'elle réfléchit à comment faire avancer la visibilité de l'université, il a fallu qu'elle le fasse en un week-end, comme ça, en un claquement de doigts, à distance. Et je pense, voilà, ça a été partout pareil. C'est peut-être un peu différent. Donc les profs, il a fallu que on travaille nos cours différemment, etc. Mais ça reste un travail de soi avec soi-même et vis-à-vis des étudiants. Là, il y avait un travail d'équipe qui est absolument nécessaire pour être réactif, qui a dû se faire d'un coup. Et puis, on attendait beaucoup, c'est-à-dire il y avait énormément d'attentes d'informations de la part des étudiants, de la part des personnels, et tout au long de la crise, avec des phases qui ont été très différentes. La première phase de confinement strict, il fallait garder le moral et puis se soutenir mutuellement, et puis en même temps continuer les cours. Et puis après, les phases de déconfinement progressif, est-ce que je peux revenir, pas revenir? Donc énormément d'informations, de besoins, à la fois en interne et en externe. Alors on va se projeter un peu sur la suite, François Germinet, avec vous, et un enjeu très particulier pour vous, puisque je le disais, vous étiez auparavant président d'une université qui s'appelait Cergy-Pontoise, qui aujourd'hui donc s'appelle CY Cergy Paris Université depuis le 1er janvier. C'est une nouvelle marque. C'est une université avec une nouvelle dimension, puisque vous avez intégré des écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a l'ESSEC, la grande école de commerce, qui est associée également de façon très forte à ce projet. François Germinet, comment est-ce qu'on lance une nouvelle marque? Comment est-ce qu'on travaille le sentiment d'appartenance d'une nouvelle communauté élargie
dans le contexte dans lequel on est et dans lequel on va être ces prochains mois? Alors, c'est sûr que sur certains aspects, on prend du retard, c'est-à-dire on fait un peu moins d'articles, on est un peu moins dans la production de présentation, parce que si on va voir quelqu'un ou un journaliste en disant bonjour, j'ai maintenant une nouvelle université, ça y est, regardez, elle est toute prête, elle est toute belle, elle est toute fraîche, venez la voir, et bien, il va nous dire oui, vous êtes gentil, mais moi j'ai d'abord un petit sujet, c'est le Covid, et puis finalement dans vos licences habituelles, dans vos masters habituels, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, mais moi j'ai une nouvelle formation, j'ai une super grande école CY Tech qui est en train de se monter. Oui, d'accord, mais d'abord vos étudiants, comment ça se passe? Donc c'est sûr qu'on est obligé de revoir différemment, mais voilà, le fait que notre premier cycle ait été revu comme une école universitaire des premiers cycles qui s'appelle CY Sup, c'est-à-dire c'est la réponse de CY à Parcoursup, c'est l'offre de CY à Parcoursup, le fait qu'il y ait le ISTI, une école d'ingénieurs qui devienne CY Tech, le fait que la commu Paris-Seine devienne CY Alliance avec effectivement des écoles d'ingénieurs d'art, avec l'ESSEC qui est un partenaire stratégique à nos côtés et ils sont là, je les salue. Ça fait que de toute façon, sur le territoire et puis auprès des étudiants qui vont nous rejoindre l'année prochaine, ça se sait. Donc c'est pas si facile que ça, mais un mal pour un bien, le fait que les gens soient en demande d'information, et ils sont en demande d'information aujourd'hui, ils seront en demande d'information à la rentrée, fait que on peut de manière subliminale communiquer sur la nouvelle université, parce que du coup maintenant ils voient CY Cergy Paris Université, ils voient toute la déclinaison, ils voient le nouveau logo et ils l'absorbent de manière finalement beaucoup plus rapide que si on était en mode de communication normale où voilà, quand on reçoit un mail, on n'a pas envie de l'ouvrir. Là, ils ont envie de l'ouvrir. Finalement, ils sont peut-être oui, plus réceptifs à vos messages, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, c'est un lancement de marque autrement. Bien sûr. Sans événement, par contre. Oui, mais par du travail. On touche pas forcément moins de monde. Voilà. Et finalement, on construit la marque interne de la valeur interne de la marque, le sentiment d'appropriation interne va être certainement beaucoup plus fort post-crise que ce qu'on aurait pu avoir sans la crise. Voilà. On aurait préféré pas avoir la crise et travailler autrement, mais c'est comme ça. Autre question, François Jarminet, à l'acteur aussi national que vous êtes depuis des années au sein de la CPU. On vous voit souvent, d'ailleurs, sur les plateaux radio, TV, etc., intervenir au-delà de votre périmètre de président d'université. Un mot sur les budgets, François Jarminet, c'est une vraie question. Beaucoup de DIRCOM se la posent aujourd'hui, et notamment dans les universités. Le budget 2021, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des premières tendances? Est-ce qu'on pense que il sera possible de sacraliser certains types de budgets, et notamment les budgets communication, ou est-ce qu'il faut s'attendre à une année 2021 pauvre et difficile dans les établissements à ce niveau? Oui, la connexion est très très mauvaise. Je vous entends mal. Je rentre dans un tunnel. Quelle est la question suivante? Alors, on l'a pas choisi pour rien. C'est certainement le meilleur client dans le secteur. Bon, voilà. Moi, j'ai pas d'inquiétude particulière sur le budget 21. Disons que ça dépend un peu des cas. Du point de vue de l'État, pour les établissements qui vivent avec une subvention importante de services publics, aujourd'hui, on n'a pas de signaux négatifs sur la baisse, et au contraire, on voit qu'il y a des appuis sur la transformation pédagogique, sur comment mener dans les 18 mois prochains les formations et la vie de l'université, et comment avoir un peu de moyens en plus par rapport à ça. On a des inquiétudes globalement sur l'apprentissage, mais on commence à être rassuré, même si sur le niveau Bac+5 on ne l'est pas encore tout à fait. Sur la formation professionnelle, et là c'est là où par exemple les écoles ont parfois plus de difficultés, c'est que lorsque on dépend par rapport à des chaires, par rapport à du mécénat,
d'entreprises, elles lèvent le pied en ce moment et donc là il y a des inquiétudes. Et puis il y a la dimension internationale. Certains parcours vivent du point de vue du nombre d'étudiants, mais aussi parfois par les droits d'inscription avec des étudiants internationaux. Et aujourd'hui, il y a un risque très très fort d'absence de visa et d'une année blanche, d'où le fait que beaucoup d'écoles et d'établissements travaillent les filières 100% à distance en virtuel l'année prochaine pour continuer à alimenter les flux. Donc, disons, voilà, en tout cas, c'est pas en 2021 qu'on devra moins communiquer. Ça sera au contraire une année où il faudra communiquer sur, tout va bien et voici comment on a changé les choses et voici comment on s'est adapté et voici comment on vit sur le campus aujourd'hui. Donc, je pense pas que ça soit une année où on sacrifie le sujet de la com. Oui. Bon, bah, je pense que là, vous faites plaisir aux gens qui nous suivent pendant cette conférence en disant ça. Et on espère d'ailleurs que vous porterez cette voix au sein de la CPU et auprès de vos homologues. Vous restez avec nous, François Germinet, bien évidemment. Quelques questions maintenant. Je vais me tourner du côté d'Alice Guillon. Quelques questions côté grandes écoles. Là, on a la version un peu université. On va passer du côté grandes écoles. Bonjour, Alice Guillon. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice générale de Schema Business School. Vous êtes également donc la présidente du chapitre des grandes écoles de management au sein de la conférence des grandes écoles. C'est-à-dire, en gros, c'est au sein de la CGE, c'est le groupement des écoles de commerce, quoi. Exact. Oui, on représente à peu près une quarantaine d'écoles de commerce françaises. Voilà, donc un poids considérable. Alice Guillon, Schema, c'est 7 campus en France et à l'étranger. Et un mot quand même pour démarrer. Pour vous, la crise du coronavirus, elle a commencé avant nous en fait, puisque dès la mi-janvier, sur votre campus chinois à Suzhou, vous avez été impacté par la crise et par un confinement. Comment vous avez réagi à ce niveau-là? Et est-ce que finalement, ça a été un moyen de préparer le dispositif français et une chance quelque part pour vous? Oui, complètement. Il y a eu un effet d'apprentissage indéniable. Effectivement, nous, mi-janvier, nous avons appris que notre campus était fermé par les autorités chinoises, à la fois au niveau du ministère et ensuite au niveau de la région. Donc, nous, on est dans la province de Jiangsu, à côté de Shanghai. Et effectivement, du jour au lendemain, on avait à peu près 700 étudiants sur le site. Donc, il a fallu effectivement autoriser. Alors, on n'a pas rapatrié, mais on a donné l'autorisation à ceux qui le souhaitaient de rentrer. Et on a une centaine d'étudiants qui ont choisi de rester sur site et d'ailleurs qui ont repris les cours et les activités. Donc, ils ont été confinés en Chine chez eux. Pour ceux qui ont souhaité rentrer, donc ils ont pu rentrer dans, je pense, de relativement bonnes conditions puisqu'on était au démarrage de la crise. Et bien entendu, on a basculé sur l'enseignement en ligne où certains, on a essayé de les faire reprendre dans d'autres cours. Et puis évidemment, ayant passé ce moment-là, on savait que effectivement la crise allait arriver en France. Alors je dois pas dire qu'on s'est pas préparé plus pour la France que pour la Chine parce que ayant 7 campus, on avait beaucoup déjà l'habitude de fonctionner nous à distance. Donc en fait, ça n'a pas du tout été une révolution puisqu'on fait tous nos comités de direction en visio, en Teams ou déjà et on a déjà beaucoup d'enseignements à distance en multisite. Donc on a basculé en fait en 48 heures 250 cours par jour à distance. Certains ont été en ligne, mais on a privilégié effectivement le synchrone. Et ensuite ça a touché effectivement notre campus de Raleigh, puis notre campus de Bello, et enfin notre campus de Cape Town qui a été fermé il y a quelques semaines, on va dire, par rapport à la Chine. C'est-à-dire que Cape Town a été fermé au moment où la Chine a rouvert. Donc c'était, j'allais dire, une expérience assez intéressante. Mais globalement, on peut pas dire nous que ça a été une révolution. Et pour revenir à ce que disait François Germinet, pour la communication, en fait, on a géré la communication par pays. Et puis bien entendu, maintenant c'est plutôt une gestion au niveau du groupe. Mais initialement, on a géré pays par pays au démarrage. Alors pour bien comprendre, donc du coup votre direction de la communication aujourd'hui, elle doit avoir cette vision mondiale en fait de l'ensemble de votre territoire.
Oui, alors nous, on est à deux vitesses là-dessus, hein. On a un directeur marketing et communication au COMEX, donc groupe, hein. Moi, j'ai toujours privilégié la communication comme étant éminemment stratégique et effectivement avec des moyens importants pour pouvoir fonctionner. Et on a donc une communication corporate et on a aussi une communication avec des relais par pays qui est managée, bien entendu, par Damien Roux, qui est notre patron de la com et du marketing. Donc effectivement, on travaille à la fois sur les messages par pays parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes codes et les mêmes canaux de communication. Par exemple, en Chine, on passe beaucoup par les réseaux sociaux et un peu moins par le corporate. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Et donc, effectivement, ils managent des équipes qui sont multisites et qui s'adaptent, au fond, aux différents pays dans lesquels nous sommes. Ensuite, les grands messages en matière de gestion de crise, eux, sont passés par, effectivement, la com corporate avec des messages en français, en anglais, en chinois et en portugais, bien entendu. Alors justement, Alice Guillon, comme certains de vos homologues d'ailleurs dans d'autres écoles de commerce en France, vous vous êtes impliqué en fait personnellement dans la chose. Vous avez notamment diffusé ce type de message là qu'on voit s'afficher. Je crois que c'était des vidéos sur YouTube que vous avez tournées en fait en français, en anglais également en fait pour vous adresser à l'ensemble de vos communautés. Pour vous, c'était important de jouer ce rôle de porte-parole en pleine crise? Alors oui, à la conférence des grandes écoles, on a eu en fait c'est le chapitre qui a été la gestion de crise pour toutes les écoles. On s'est réunis et le conseil du chapitre, c'est une sorte de conseil d'administration qui prépare en fait les décisions et qui les partage avec toutes les écoles. Et là, on s'est réunis toutes les semaines pendant toutes les semaines depuis le démarrage de mars et on va continuer jusqu'à la rentrée. Et parallèlement à ça, effectivement, on a fait des assemblées générales extraordinaires avec toutes les écoles. Alors, nous, on a l'avantage de la taille. Un groupe de 40, ça paraît très gros, mais en fait, c'est tout petit. La conférence des grandes écoles, c'est plus de 220 écoles et nous, on en représente 40. On relève toutes quasiment du même ministère qui est le MESRI, avec qui on a été en hotline pendant toutes les semaines. Et donc, on a pu en fait être assez agile et réagir facilement. Du coup, quand on a décidé effectivement de prendre la main sur une communication active à la fois avec les étudiants français, étrangers et avec nos parties prenantes, ça a été plus simple, j'allais dire. Et puis, on a été très alignés tout de suite, donc on a pris toutes nos décisions ensemble. Mais pour nous, communiquer en période de crise a été fondamental et ça a été notre objectif avec des communications entre nous, école par école et aussi conjointes, par exemple avec Campus France. On reparlera peut-être des étudiants étrangers, mais on a fait beaucoup de communication avec Campus France pour sécuriser l'arrivée et la confiance que les étudiants étrangers veulent mettre en fait dans les institutions et les établissements français. Et vous, personnellement, au sein de Schema, je montrais tout à l'heure là les éléments des messages que vous avez diffusés via les réseaux sociaux, via votre site internet, etc. à vos communautés. Pour vous, c'était essentiel d'incarner en fait l'institution, d'incarner votre marque même pour passer des messages. C'est pas le cas de tout le monde. On en parlera peut-être avec François Germinet, mais peu de présidents de l'université ont fait ça ces derniers mois. Oui, alors, pour nous, c'est peut-être un peu particulier parce que c'est vrai que l'école, on l'a créée, enfin, moi, je l'ai créée en gérant une fusion il y a 10 ou 11 ans. Et il est vrai que j'ai beaucoup porté, en fait, la stratégie de cette école. Et dans la communication, il est vrai qu'avec la com corporate, on a décidé qu'effectivement, en tant que directrice générale, j'allais porter les principaux messages. Ça a été une ligne de conduite qu'on a depuis des années. Et il est vrai que là, en situation de crise, c'était que ce soit pour nos collaborateurs, moi je les vois toutes les semaines dans un petite séance live qui s'appelle Ask the Dean, où ils peuvent poser toutes les questions sans tabou. Et on a fait pareil effectivement avec les écoles et avec les étudiants, parce que oui, et puis notamment par les réseaux sociaux, puisque pour nous je pense que les autres le diront, je crois que c'est le canal aujourd'hui de communication privilégié des étudiants, et on sent qu'il y a une espèce de switch qui est en train de se faire effectivement vers une com très active sur les réseaux, mais qui doit rester intelligente, c'est-à-dire active mais pas pesante. Donc pour nous, en tout cas, ça a été notre ligne de conduite. Et concrètement, pour qu'on comprenne bien, à ce moment-là, vous avez tourné vous-même ces vidéos, puisque vous étiez en confinement, vous avez fait ça chez vous? Non, je suis confinée dans mon bureau depuis le début, moi. D'accord. Je vis dans une magnifique région, qui est la région niçoise.
mais qui a un problème, c'est qu'on n'a pas de couverture de réseau et moi je suis sur une colline où j'en ai pas. Donc tous les jours, je suis venue religieusement au bureau. J'étais d'ailleurs très contente de le faire. On était 5-6 sur un grand campus de 30 000 mètres carrés. Et donc, oui, moi j'ai continué à être là au bureau et on a toute une équipe, nous, audio et vidéo, sur tous les sites d'ailleurs, qui est présente, qui est pilotée par la direction de la communication. Et on fait tous nos films, quasiment tous nos films en interne et bien entendu nos cours aussi en ligne, on enregistre, on a des studios. On est très équipés en fait pour pouvoir faire tout ça de chez nous. Un mot, François Germinet, sur ce qu'on évoquait à l'instant. Pourquoi c'est plus dans l'ADN des écoles de commerce ou des grandes écoles en général de prendre la parole au nom de sa marque, de s'investir de cette façon et un peu moins dans celui des universités? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas vos homologues utiliser ce type d'outils de com, hein, parce que ça fait partie de la stratégie de com en fait, ça. C'est vrai qu'on a pas mal communiqué, mais plutôt par à la fois les mails, les réseaux sociaux où on relayait systématiquement les informations que l'on avait. Donc nous à Cergy, on avait une newsletter gardant le contact à la fois vis-à-vis des étudiants et vis-à-vis des personnels, et puis un relais extrêmement fort dans les composantes, dans les départements au plus proche des formations et des étudiants, les profs, les secrétaires pédagogiques, etc. Il y a peu de présidents, je crois, qui ont fait des visios. Moi, je me suis posé la question. Après, il y a toujours un risque de détournement qui peut être compliqué. On n'est jamais à l'abri d'un bad buzz, donc il faut toujours utiliser la vidéo à bon escient. Et voilà, donc je pense que c'est plus délicat dans les universités où il peut y avoir, alors pas vraiment chez moi, mais dans certaines universités des petits départs de feu. Et donc je crois que c'est un exercice plus délicat. Par exemple, mon homologue à l'ESSEC, Vincenzo Vinci, a pu faire des visios régulières toutes les semaines à sa communauté. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Nous, ça se faisait plutôt par mail. C'est une culture plus humble aussi peut-être dans les universités, entre guillemets, enfin plus modeste, plus. Je trouve, on sera peut-être pas tous d'accord, mais il y a pas tout à fait cet esprit corporate qu'on peut retrouver dans les écoles. On y vient parfois pour avoir un diplôme universel qui excède son propre établissement, alors que dans une école, on y vient pour avoir le diplôme de son établissement. Et donc les étudiants eux-mêmes sont conscients que lorsqu'ils prennent la parole dans une école, lorsqu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux, c'est leur école, leur marque et la valeur du diplôme qui est ensuite en jeu. Donc ils font attention, tandis que un certain nombre d'étudiants dans les universités, et je les critique pas du tout, hein, sont plutôt porteurs de valeurs universelles au-delà de voilà, ils pensent parler au nom de l'universalité de tous les êtres humains de la Terre et du monde entier, au-delà de leur propre établissement. Donc ça brouille les pistes. Vous êtes d'accord avec ça, Lise Guillon? Oui, complètement. Je crois qu'on n'a pas la même taille. Nous, il est vrai, François Germinet a raison. Nous, on a effectivement, nos diplômes sont reconnus par l'État et sont visés, gradés, etc. Mais ils portent beaucoup notre marque. Et effectivement, les étudiants viennent chez nous aussi parce qu'on communique beaucoup autour de la spécificité de la marque, de sa puissance et de sa notoriété. Donc, forcément, oui, les raisons, en fait, d'aller dans ces établissements ne sont pas probablement les mêmes, même si la finalité est la même. Et donc, j'imagine bien que ça marque aussi la stratégie de communication des établissements. Mais il est vrai que pour nous, c'est fondamental d'être personnellement engagé dans la communication, de porter les valeurs, de porter les messages, et effectivement avec, bien sûr, toutes les précautions qu'il faut prendre pour pas déraper complètement. Et là, moi, je suis pas du tout dans la com, mais notre directeur de la communication est excellent expert pour ça. Et donc, oui, il faut faire attention aussi aux messages. Maintenant, nous, on le voit dans nos écoles de ne pas s'adresser à notre communauté et principalement les étudiants. Et on l'a vu là, nous, surtout
pour les étudiants étrangers, ça aurait été d'une faute. Donc il fallait vraiment être présent, ils le demandaient. On a été vraiment en hotline où tous nos services ont été tournés vers les étudiants pendant le confinement, c'est-à-dire ceux qui étaient chez nous et aussi ceux qui étaient en train d'arriver, puisque nous, nos recrutements ont démarré, mais il y a quelques mois, on démarre en N-1 pour Rennes, et donc il a fallu effectivement maintenir une hotline pour rassurer, parce que effectivement cette crise est assez incompréhensible, et donc les étudiants, eux, finalement se sentent moins touchés que d'autres parce qu'ils sont jeunes, et donc ils sont un petit peu moins confrontés à ça, et donc parfois ils ne comprennent pas nécessairement ce qui est en train de se passer, et donc il a fallu beaucoup les rassurer. Mais pour nous c'est vital, peut-être que ça l'est moins, je sais pas pour les universités, mais en tout cas pour nous c'est vital. On va donner la parole à David Diné, Jérôme Gilbert dans un instant. Juste avant, peut-être, Tatiana, est-ce qu'il y a quelques questions peut-être pour François Germinet ou Alice Guillon, rapidement, parce qu'on est évidemment un petit peu en retard sur notre planning comme d'habitude. Ton micro n'est pas allumé, par contre, donc on ne t'entend pas. Voilà, ça y est. Voilà, ça sera mieux. Beaucoup de réactions de soulagement et d'espoir, je dirais, suite aux propos de Monsieur Germinet sur le maintien des budgets communication dans les universités, pardon. Donc, on vous demande de porter la parole aussi loin et fort que vous pouvez. Et puis, je vois aussi dans le chat, mais aussi quelques questions liées à l'organisation de JPO online, ou en tout cas de cette digitalisation de la communication. Est-ce que ça va être maintenu? Il y a aussi, j'ai l'impression, des questions de moyens aussi dans les équipes de communication, de personnes et de moyens même techniques sur la vidéo, sur comment on accompagne cette digitalisation de la communication dans les mois, voire années à venir. Très bien. François Germinet, vous avez une mission suite à cette conférence. Oui, j'ai compris ça là. Je sens le poids qui sur mes épaules. Alors je l'ai pas dit, mais il y a quelques journalistes aussi, je crois, dans le public. Je crois qu'il y a des gens des Échos, de Newstank, d'AEF, voilà. Donc on les salue. Voilà. Bonjour David Diné. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Eh bien, très très bien, et merci de m'accueillir. Je voudrais peut-être un petit peu en préambule. Déjà vous remercier pour cette invitation à participer à cet échange avec ma casquette de DIRCOM Université de Lorraine, cette belle université avec 60 000 étudiants, plus de 7 000 personnels, mais aussi je présenter Sandra Desmoulins. Merci pour sa confiance. C'est la présidente de l'ARCES. Je représente également son bureau puisque j'en fais partie, et on est partenaire de ce webinaire Campuscom, et c'est vraiment le nombre de personnes connectées. Alors, l'ARCES, juste un petit peu en quelques mots, pour le présenter, c'est la première association de communicants d'enseignement supérieur, forte de plus de 400 membres. Et sa mission, c'est de promouvoir la fonction communication dans l'enseignement supérieur. On en parlait jusqu'à présent. La fonction communication, et pas que une fonction exécutante, c'est aussi une fonction qui a énormément de vertus stratégiques, et on l'a bien vu là encore une fois dans cette crise, à l'aide d'un espace, alors soit de réflexion, d'échange, de veille, mais aussi de formation, de retour d'expérience, dans des métiers qui sont en complète transformation. Et quand on parle de transformation, à nouveau, avec ce qui nous est arrivé, on comprend davantage encore le rôle d'un lieu d'échange et de réseau comme l'ARCES. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit propos liminaire. Eh bien, vous faites bien votre travail de promotion, David. Bravo. Et on sait d'ailleurs que pendant cette crise, on l'a vu sur Twitter pas mal, pendant cette crise, les membres de l'ARCES se sont réunis régulièrement en visio pour échanger de façon, certains l'évoquaient, de façon peut-être plus transparente encore que d'habitude entre vous. Un mot, David, même peut-être un peu plus d'un mot encore, sur une situation un peu particulière que vous avez vécue au sein de l'université de Lorraine. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, et c'était donc autour du 10 avril, il me semble. Ah, vous attaquez fort là tout de suite. Ouais, voilà, avec donc une sorte de bad buzz pour vous. Voilà, il arrive à l'écran enfin. Un bad buzz avec ce hashtag Honte Univ Lorraine, qui donc démarre au mois d'avril, qui génère une cascade et un torrent de retweets sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on n'a jamais vu autant de retweets autour de votre marque que pendant cette période.
Je crois pas. Voilà. Mais bon. Ça a été relativement, assez violent, hein, on va pas se mentir, avec des propos assez durs. Tout part en fait tout simplement de la décision de maintenir les examens en ligne en fait, hein, dans votre établissement. Et donc là, le coup part sur les réseaux sociaux. Les étudiants montent au créneau autour de cette décision. Et là, c'est la cascade habituelle qu'on connaît, hein, dans ce type de situation de bad buzz online. La situation devient complètement incontrôlable, c'est ça? Oui. Alors bon, on va pas revenir sur le fond de l'histoire et on va pas non plus, je pense, y passer beaucoup d'heures, mais les hashtags en fait sont souvent utilisés pour défendre des idées, hein, pour des positions, des opinions. Il y a des fois des beaux combats. Lorsqu'on est visible sur les réseaux sociaux, et c'est le cas d'une marque comme l'Université de Lorraine, il faut savoir accepter humblement, hein, j'ai envie de dire, qu'un hashtag soit utilisé comme une arme, puisque ça a été réellement une arme. Et comme tout un petit peu trash tag, si on veut dire, j'ai envie de dire qu'il faut rester très humble quand on est victime d'une sorte de lynchage un peu public comme ça. Surtout qu'il faut juste rappeler une chose, c'est que le hashtag initial s'est vite transformé en fait en hashtag national dès le lendemain, ce qui a bien montré en fait la volonté de dénoncer non pas une université en particulier et une marque en particulier, mais bien, on va dire, davantage une politique nationale. Donc, on a été victime collatérale, on va dire très certainement à nouveau de décisions qui nous ont échappé, mais je crois qu'il faut humblement, à un moment donné, se dire qu'il faut accepter ce torrent. Et puis, il faut en garder aussi un retour d'expérience. On fait quoi? On fait le dos rond dans ces moments-là, surtout quand on est dans la période dans laquelle vous étiez à ce moment-là, je suppose, très très occupé et puis très très stressé par la situation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend, David. Vous m'entendez? Oui. D'accord, oui. Est-ce qu'on fait le dos rond, c'est ça? Non, ça. On est dans un de nos premiers métiers en fait qui est essentiel et je le dis souvent, qui est la veille. C'est-à-dire qu'on essaye déjà de regarder d'où vient et d'analyser en fait le pourquoi. Et très vite, on se rend compte que ça n'est pas une université en tant que telle qui est ciblée, puisque même si on a été au départ sur ce hashtag directement ciblé, mais c'est bien en fait, ça nous dépasse largement. Donc avec beaucoup d'humilité, il faut d'une part rester énormément en veille pour voir en fait ce qu'il se dit, et puis ensuite très vite comprendre le pourquoi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 48 heures, tout avait disparu. C'est-à-dire que ça a été d'une sorte de fulgurance assez phénoménale. Un mot rapide, parce qu'on est assez en retard sur notre planning, David, pour être très transparent, et on a encore beaucoup de sujets à aborder, mais un mot sur la rentrée chez vous. Alors, vous avez été une région extrêmement touchée, hein, vous étiez en rouge écarlate, hein, pendant ces derniers mois, vous, en Lorraine. Un mot donc sur cette rentrée de septembre. Dans quel état d'esprit vous l'abordez, vous? Quels sont vos principaux enjeux en matière de com ces prochains mois? On l'envisage de manière très pragmatique. Voilà, c'est-à-dire que l'Université de Lorraine, de manière très pragmatique, va maximiser la présence des étudiants dans ces locaux. Et donc, il faut surtout penser aux primo-entrants. Ça, c'est vraiment en fait notre priorité. Et puis, eh bien, on adapte nos outils de communication puisque, par exemple, on parle de rentrée étudiante, mais nous, il y a aussi une séquence très importante en fait qui se passe à la rentrée, qui est l'accueil des nouveaux personnels, puisqu'il y a toujours entre 400 et 500 nouveaux personnels qu'on accueille chaque année. Eh bien, on envisage en fait cette rentrée, qu'elle soit pour les étudiants ou les personnels, digitalisée bien entendu, avec un site d'accueil qui du coup nous a permis d'accélérer certaines choses, d'utilisation davantage de vidéos, de Draw My Life pour expliquer en fait comment fonctionne l'université, ce qu'est l'université, etc. Et puis, eh bien, on va compter sur les composantes pour pouvoir accueillir justement ces étudiants. On va demander aussi aux associations étudiantes de travailler avec nous pour pouvoir accueillir ces étudiants. En tout cas, l'objectif est bien entendu de maximiser au maximum l'accueil physique des étudiants et d'accueillir, on va dire, ces étudiants aussi à leur retour de manière très, très en toute sécurité, puisque même si rien ne nous oblige, en fait, le président s'est engagé à fournir une sorte de kit avec, bien entendu, masque, gel hydroalcoolique. Et puis, bien entendu, pour les cas particuliers des TD ou des travaux pratiques ou des travaux dirigés, qui souvent sont en binôme, c'est pareil, il faudra
complètement s'adapter. Donc, on va faire une rentrée, bien entendu, la plus normale possible, dans le sens où il va falloir accueillir les gens, soit bien entendu en présentiel, mais aussi on va accentuer la partie d'accueil digital. Et là, pour le coup, cette crise a eu un effet vraiment super, c'est-à-dire que la communication, bien entendu, a eu toute sa force, comme vous le disiez, président et directrice générale, de pouvoir vous accompagner parce que nous sommes inclus en fait justement dans ces fonctions stratégiques et on a pu en un temps assez record et bien proposer plein de choses, y compris pour la rentrée. Et là, on est en train d'y travailler et on sera prêt. Donc pragmatique et puis on va dire, on l'espère, de manière très sereine. Très bien, merci David. Bonjour Jérôme Gilbert qui est également, vous êtes chez vous je crois ou à votre bureau, je ne sais pas. Non, pas du tout, je suis à Sciences Po. Vous êtes à Sciences Po, voilà. Guillaume. Donc le directeur de la communication de Sciences Po depuis plusieurs années déjà, Jérôme, hein, vous occupez ce poste. Absolument, ça fait 6 ans et demi que je suis à Sciences Po. Ouais. Comme avant, j'y étais comme prof. Alors Sciences Po, un cas qu'on avait vraiment envie d'aborder, puisque bon, déjà vous êtes un établissement un peu ovni dans l'enseignement supérieur et la recherche française, on va en reparler, mais un cas assez exemplaire, on va le dire, à Sciences Po d'adaptation à la crise et aux usages en fait de vos communautés, puisque au départ, comme dans beaucoup d'établissements, comme dans la plupart des établissements d'ailleurs, vous avez monté un système d'information pratique sur le Covid, avec une rubrique sur votre site internet, toutes les informations, etc., disponibles dès la page d'accueil. Et puis progressivement, vos enseignants-chercheurs se sont mobilisés sur ces questions du Covid, se sont quelque part introduits dans votre dispositif. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. La demande d'informations, d'informations scientifiques a été de plus en plus forte, et vous avez décidé en fait de créer une sorte de newsroom spécial Covid avec toutes vos publications. C'est ça? En fait, c'est une sorte de newsroom, même si on a une newsroom par ailleurs pour les journalistes, mais c'est une sorte de newsroom qui a été créé de façon, disons, spontanée, un peu comme une boule de neige. Au début, on devait mettre au tout début, quand on devait mettre les annonces, disons, gouvernementales et sanitaires, on s'est dit, on va pas les mettre en permanence sur la homepage, puisque ce qu'on veut, c'est utiliser notre site web comme un vrai média où tous les jours il y a des choses nouvelles. Donc ça veut dire qu'on peut pas coincer le lecteur avec une annonce sanitaire qui bougerait pas. Ce qui veut dire qu'on doit créer forcément un accès aux annonces sanitaires. Donc on a mis simplement un bouton en homepage en disant Covid-19, toutes les informations. Ça a commencé avec les annonces sanitaires. Ensuite, il y a eu, à chaque fois qu'on envoyait des messages, et on envoyait énormément de messages à nos communautés, puisque comme vous pouvez vous en souvenir, dans l'enseignement supérieur, ça a commencé plus tôt en fait. Et ça a eu des conséquences, on pourrait dire, plus profondes que pour pas mal d'autres activités économiques, puisque ça a commencé par la mise en quarantaine de tous les gens qui revenaient de l'étranger, qui a été annulée une semaine plus tard, parce que finalement, il n'y avait pas tellement de raisons de pénaliser les gens qui revenaient de l'étranger, mais il a fallu donc contredire tous les messages qui avaient été faits cette semaine-là. Et puis ensuite, on a annoncé la fermeture, et puis ensuite, on a annoncé la continuité pédagogique avec l'ensemble des cours mis sur Zoom en une semaine. Enfin bref, on a eu énormément de messages pour nos communautés, et comme internes au sens large, les étudiants, les enseignants, les chercheurs, l'ensemble de l'administration, messages qui étaient à la fois très précis sur ce qui se passait, mais aussi rassurants avec beaucoup d'affect, souvent signés d'ailleurs de notre président et de notre directeur. Et donc tous ces messages, on s'est dit, il faut aussi en fond donner accès à ces messages à un public plus large. Donc ça a constitué une sorte de deuxième couche sur notre site. Et puis ensuite, on a voulu faire des messages pour les étudiants étrangers, parce qu'on a beaucoup d'étudiants à la fois à l'étranger, d'étudiants internationaux qui viennent. Donc ça a rajouté une couche. Et puis ensuite, on a fait des messages pour les candidats à Sciences Po, pour leur expliquer qu'on allait modifier légèrement les procédures d'admission. Donc on leur a expliqué tout ça. Mais c'était aussi dans le cadre de ce qui devenait en quelque sorte un mini-site web dédié au Covid, puisque tout ça était quand même lié, tous ces changements étaient liés à la situation. Et puis enfin, comme vous le faisiez remarquer justement, Édouard, et d'ailleurs je suis très fier que vous l'ayez remarqué, effectivement, il y a d'un seul coup, il y a eu l'arrivée d'une couche supplémentaire de contenu très intéressante produite par nos chercheurs, parce que ce faisant, pendant les mois qui précédaient, les chercheurs avaient commencé à s'intéresser à la crise,
Et dans une université de sciences sociales, il y a la crise du Covid, vous pouvez vous y intéresser par beaucoup d'angles. Vous pouvez vous demander, les gens qui sont spécialistes des migrations et des frontières vont s'intéresser à la question de l'impact sur les frontières de la crise. Les gens qui sont spécialistes des systèmes de santé, il y en a beaucoup à Sciences Po, s'intéressent évidemment à l'évolution du système de santé, leur résilience, etc. Les gens qui s'intéressent aux statistiques se demandent si les statistiques de mortalité sont les mêmes à droite et à gauche, etc., etc. Et donc les chercheurs avaient publié énormément de choses et on a dit c'est pas possible, il faut pas qu'on laisse ça uniquement on pourrait dire dans la communauté scientifique, il faut absolument faire profiter tout le monde. Donc on a rajouté une couche et voilà. Et donc vous avez la chose, cette espèce de boule de neige tentaculaire qui est devenue presque une sorte de site à l'intérieur du site institutionnel qu'on essaye de gérer. Donc on a donné accès un accès supplémentaire dans tout l'écosystème web de Sciences Po. Vous pouvez accéder à cette espèce de site Covid-19 et sans doute il sera appelé à se charger d'autres messages encore d'ici la rentrée. Allô Edouard, vous êtes toujours là? Votre micro est fermé, je crois. Le micro, il faut le muter, oui. Oui. Ah. Un petit souci technique de micro, mais on n'a pas. Ouais. Moi, je veux bien continuer à parler, sinon il n'y a pas de problème. C'est ça l'idée, effectivement. Non, mais ce que je peux peut-être rajouter, c'est revenir sans doute à la conversation du début avec François Germinet, parce que moi, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question de l'impact de la crise sur la communication dans l'ESR. Et vous l'avez rappelé avec ces chiffres de faible présence des DIRCOM de l'ESR dans les conseils, dans les COMEX, dans les CODIR des universités et des grandes écoles. Et sans doute, c'est un pourcentage qui est inférieur à celui disons, des DIRCOM en général, même si tous les DIRCOM ne sont pas dans les COMEX, disons, même du CAC 40. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une évolution historique très importante que j'observe maintenant que je suis, depuis 6 ans et demi que je suis dans l'enseignement supérieur, de la fonction de la communication qui, en fait, passe d'un statut, disons, de fonction support, comme, je sais pas, comme la comptabilité, comme l'immobilier, à une fonction stratégique. Une fonction stratégique, c'est-à-dire une fonction qui doit construire ce qui est important stratégiquement, c'est-à-dire la réputation, la marque. Les marques, Dieu sait que les marques, et d'ailleurs c'est symptomatique que les 2 présidents qui sont ici ont créé des nouvelles marques et qu'ensuite il faut les faire exister. Donc ça c'est à mon avis, la première fonction stratégique. Et la deuxième, c'est de faire de façon intégrée, c'est-à-dire d'avoir la main sur un dispositif d'expertise de gens qui sont capables de produire des objets de communication eux-mêmes et de l'organiser comme une sorte de petite fabrique de contenu. Et ça, c'est une évolution, à mon avis, qui est accélérée par la crise du Covid. Et donc, c'est très intéressant, je pense, d'être aujourd'hui communicant dans l'enseignement supérieur, parce que la crise du Covid a vraiment déclenché quelque chose qui met le communicant au centre. Comme n'importe où d'ailleurs, comme dans n'importe quelle catégorie d'activité, quand il y a une crise, il y a une cellule de crise et évidemment, on a besoin que le communicant, le DIRCOM, le chargé des relations presse, l'éditorial soit présent parce qu'on va devoir utiliser ces canaux, ces outils pour envoyer des messages. Éventuellement, on va avoir besoin qu'ils les écrivent. Éventuellement, on va avoir besoin qu'ils décident ce qui va être dit ou pas aux journalistes. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé pendant la crise parce qu'on était un peu partagé entre l'envie de partager toutes les informations et en même temps, l'envie de ne pas paniquer les gens en donnant des informations qui faisaient peur. Moi, je me souviens que la première semaine, quand on a mis les gens en quarantaine, on avait énormément de gens, d'étudiants qui sont restés en quarantaine. Moi, j'étais aussi en quarantaine, d'ailleurs, parce que je revenais d'Italie. Et il y a des journalistes qui nous demandaient, mais vous avez combien de gens en quarantaine? Et moi, je leur ai donné les chiffres. Je me suis aperçu à la fin de la semaine qu'on était absolument la seule entité, la seule université française à avoir donné les chiffres et que le ministère ou je sais pas quel recteur avait décidé que c'était pas une très très bonne idée de les partager. Et en effet, ça se défend l'idée qu'il faut pas forcément donner ces chiffres. En l'occurrence, on les a donnés. Donc bref, le communicant, il doit aussi prendre des décisions compliquées dans l'urgence sur qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui est pas stratégique, qu'est-ce qui va permettre d'apaiser, de rassurer et qu'est-ce qui va pas permettre d'apaiser, de rassurer. Donc j'ai l'impression que une crise comme celle-là, ça met la com au centre et donc tous les communicants qui étaient un peu trop support dans l'enseignement supérieur deviennent moins support et plus stratégiques. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. La deuxième raison pour laquelle c'est particulièrement crucial dans l'enseignement supérieur, c'est l'agenda que j'ai rappelé. C'est-à-dire que ça a commencé plus tôt chez nous
et donc chez nous, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur. Et deuxièmement, quand même, il faut pas oublier un truc incroyable, qui est que on a mis en quarantaine, on a mis chez eux, on a fermé nos universités sur une décision de l'État, et malgré le fait qu'on les ait fermées, on a dû continuer à assurer la continuité pédagogique. Et on a été beaucoup plus pressurisé pour le faire que l'enseignement secondaire et les petites écoles. Et donc, il nous est arrivé un truc qui est totalement inédit, qui est que l'université, en fermant ses amphis, qui est quand même le cœur de son sujet, l'université, ça consiste à faire circuler du savoir dans des espaces confinés et denses. Et bien, ça, on a dû dire, on arrête, et on a une semaine pour que ça continue quand même. Et donc, ça a été une expérience, à mon avis, assez c'est vrai qu'on s'est peut-être rendu compte. J'ai retrouvé un micro, Jérôme. L'espace en vous attendant, cher Edouard. On s'est rendu compte d'ailleurs que l'enseignement supérieur était quand même plutôt au point en la matière. Hein. Absolument, et c'est très impressionnant la façon dont ça a été fait. Il y a eu continuité pédagogique, et nous, on a mis une semaine à mettre tout le monde sur Zoom. Donc, ça veut dire des milliers d'heures de cours sur Zoom en une semaine. On a eu de la chance parce qu'on avait créé, il y a 6 mois, un truc qu'on a appelé Institut des compétences et de l'innovation, qui avait commencé à réfléchir sur la convergence entre les problématiques technologiques et les problématiques pédagogiques. Et en fait, ils n'avaient pas prévu la crise, évidemment, personne n'avait prévu, mais ils avaient quand même plus ou moins travaillé sur ces questions. Et donc, c'est ça qui nous a permis en une semaine d'assurer l'ensemble des cours. Et je pense que ça, c'est une expérience profonde et fondamentale qui concerne aussi les communicants, parce que ça va changer sans doute le modèle de l'université. Bon, à mon avis, on ne va pas revenir au point antérieur. Évidemment, on a besoin d'amphi, on a besoin de campus physique, comme on l'appelle à Sciences Po, mais la façon dont s'articule le campus physique et le campus numérique, nous on a décidé que notre modèle s'appellerait le double campus, parce que c'est 2 fois plus, donc c'est très excitant, c'est mieux. Et le campus physique et le campus numérique vont s'hybrider, et ça va être tout le monde va énormément apprendre, et on est en train de faire cette expérience nous-mêmes. Et ça va certainement avoir un impact important sur la façon dont on fonctionne, et les communicants vont devoir porter ce nouveau modèle, le raconter, le rendre attractif, notamment pour les étudiants internationaux. Enfin bref, il y a de multiples raisons de se réjouir pour les communicants d'enseignement supérieur qui sont ici, de travailler dans l'enseignement supérieur. Il y avait déjà des bonnes raisons de se réjouir de travailler dans l'enseignement supérieur. Moi, c'est ce que j'ai découvert en arrivant comme DIRCOM, c'est que, premièrement, c'est beaucoup plus complexe que n'importe quelle direction de la communication. En général, quand vous vendez du café, vous parlez au buveur de café. Quand vous vendez des voitures, vous parlez au conducteur de voiture. Quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous parlez à des étudiants, à des profs, à des enseignants professionnels qui viennent, à une administration, à des alumni, et éventuellement à un public plus large qui s'intéresse à vous. Comment vous articulez tous vos messages par rapport à ces publics? C'est un métier hyper compliqué, en fait, et très, très intéressant. Et la deuxième raison fondamentale pour laquelle il vaut mieux travailler dans une université comme communicant que dans n'importe quel autre business, c'est qu'il suffit de se baisser pour ramasser des contenus à publier. Tout ce qu'on fait est très intéressant, les étudiants font des trucs, les profs racontent des choses intéressantes, même l'administration peut être amenée à faire des choses intéressantes, par exemple réfléchir sur l'innovation pédagogique, et tout ça, il suffit de le filmer et de mettre sur votre site et vous avez un contenu, alors que les gens qui fabriquent des voitures, ils sont obligés de donner beaucoup d'argent à des publicitaires pour faire des films. Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les contenus les plus importants pour vos marques? Est-ce que c'est pas finalement la véritable valeur ajoutée de l'enseignement supérieur? Je sais plus qui disait ça, mais on me disait un jour, l'université sans la recherche, sans les publications scientifiques, c'est un lycée. C'est un grand lycée. Oui, c'est un référentiel très français en fait, parce que partout ailleurs, on vous dirait que l'université c'est forcément avec de la recherche. C'est vrai, quand vous disiez Sciences Po est un ovni, on n'est pas du tout un ovni. Quand on voit nos partenaires avec lesquels on fait des doubles diplômes à Columbia, à la LSI, n'importe où, ils nous considèrent comme une université comme les autres. Elle est juste un peu, sa seule spécificité, c'est qu'elle est privée de la science dure. On n'a pas d'école de médecine, on n'a pas tout ça. Ça d'ailleurs qu'on fait plein de choses avec des universités, notamment parisiennes, pour ne pas oublier la partie sciences dures, qu'on crée un double bachelor où il y a de la science dure. Mais disons que voilà, c'est notre seule spécificité. Pour le reste, on est d'une grande banalité. On est considéré comme une université de recherche, et on est une université de recherche pour tous les partenaires internationaux. Ouais. Bien que vous n'ayez pas le statut en France, parce qu'on est très statut en France. Hein. Absolument, on est très fiers de notre statut de grand établissement. Hein. Dans grand établissement, il y a grand, c'est bien. Merci beaucoup, Jérôme Gilbert. Désolé pour cette petite problématique technique qui semble totalement rétablie. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, puisqu'on a encore pas mal de monde à vous présenter. Tatiana, peut-être un point question au regard des différentes interventions qu'on vient d'entendre.
Alors, par contre, il faut que tu rallumes ton micro, voilà, parce que toi, il marche. Un problème du micro, mais un problème de mémoire. Oui, beaucoup d'intégration de la fonction communication à des comités de direction et stratégiques, et surtout beaucoup de questions liées au morcellement aujourd'hui de la communication au sein des composantes et comment la faire réintégrer, voilà, au niveau corporate et de l'établissement, et en espérant que cette crise soit aussi un moyen de propulser un peu cette dynamique. Donc voilà, un peu sur les sujets, mais là, les intervenants répondent aussi aux questions du public, donc En direct, ils sont très forts. oui. C'est très interactif. Je vois une question. Bonjour, les échanges de ce matin seront-ils accessibles en replay afin de pouvoir les transmettre? La réponse est oui, le replay sera accessible quelques minutes après la fin de notre conférence. On va peut-être accueillir évidemment Alice Guillon, David Diné, Jérôme, Gilbert, François Germinet. Vous restez avec nous, hein. Vous allez juste descendre de notre scène virtuelle pour qu'on puisse accueillir d'autres intervenants, mais vous pourrez tout à l'heure revenir sans aucun problème. Et on va accueillir donc trois nouveaux intervenants que je vous présentais rapidement tout à l'heure en introduction. Enora Lorsi. Bonjour Enora. Voilà, bonjour. J'avais disparu, je crois, aussi quelques instants. On va également, voilà, accueillir Anne-Laure Oudinot de GEM. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Et Olivier Rouleau, qui doit être aussi quelque part par là, en direct de chez lui ou de son bureau. Il arrive, il est en train de se connecter. Il est en train de se connecter, il ne va pas tarder. Bonjour Enora Lorsi, donc vice-présidente étudiante de l'université Gustave Eiffel. Un mot rapide, l'université Gustave Eiffel, c'est un peu comme CY tout à l'heure avec François Germinet. C'est une nouvelle université française, hein, qui est née au 1er janvier dernier, qui fera également sa première rentrée au mois de septembre, qui est issue de la fusion de ce qu'on appelait l'UPEM, hein, c'est ça? C'était votre université initiale. L'UPEM, d'un organisme de recherche national qui s'appelle Livestar, et puis d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, donc tout ça dans l'Est parisien. Donc une nouvelle marque également. Donc vous êtes vice-présidente encore je crois, de cette université. Vous êtes étudiante en quelle année à côté? Je suis en 3e année de licence de chimie. D'accord, ok. Parce qu'on va parler avec vous des deux côtés, c'est-à-dire de l'université et puis du côté étudiant. Peut-être qu'on peut démarrer par ça d'ailleurs, parce que on a eu des difficultés parfois à vous joindre ces derniers jours, puisque vous étiez en révision de vos examens en ligne, hein, c'est ça? Oui, j'étais navrée encore d'avoir mis autant de temps à répondre à tous ces mails. Alors comment ça marche là, les révisions pour les examens en ligne? Dans quel état d'esprit? Là, je parle à l'étudiante que vous êtes, et puis je suppose que vous avez pas mal de camarades autour de vous concernés. Comment vous vivez cette période? C'est difficile? À titre personnel, pas vraiment en fait. Parce que, étant donné que je n'ai plus toutes les sollicitations extérieures de l'université et que je peux me couper complètement de mon mandat en fermant la boîte mail, c'est beaucoup plus simple de réviser. D'accord. Donc vous êtes peut-être plus performante qu'en période normale sur l'aspect révision. Probablement. Ouais. Vous avez commencé déjà des examens là en ligne. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte à ce niveau-là de votre côté? Les seules craintes que j'avais, c'était pas vraiment que pour ma formation, c'était de faire des examens en direct avec les problèmes de connectivité que les étudiants peuvent rencontrer. On en avait pas mal chez moi et le véritable enjeu, c'était de savoir comment faire les examens pour qu'il y ait une certaine forme d'équité entre les étudiants. Et donc, on avait opté que pour des examens presque en différé. On avait complètement abandonné l'idée d'examen en temps limité. Et ça a été plutôt positif pour, en tout cas, une bonne partie des étudiants avec qui j'ai pu avoir des retours, les retours sont sur bons. ce nouveau mode de fonctionnement. Oui. D'accord, donc vous êtes plutôt satisfaite de la chose. Et cette période de confinement, est-ce que ça a été un moment dans lequel vous avez pu réviser longuement d'ailleurs, ou est-ce que vous êtes ennuyé concrètement? Enfin, comment ça s'est passé le confinement pour vous? Un moment où j'ai pu retrouver ma famille.
Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer de ce côté-là. Et il y avait quand même pas mal de choses à faire, autant du côté des études que de l'université. Donc, je ne pense pas pouvoir dire que j'ai eu le temps de m'ennuyer. Alors, on va parler rapidement de la rentrée Gustave Eiffel, donc la première rentrée de l'université Gustave Eiffel. Je crois que vous avez été très impliqué dans la création de cette nouvelle marque, de ce nouvel établissement. C'est un peu la même question que pour François Germinet. Comment on crée du sentiment d'appartenance à cette nouvelle université dans le contexte dans lequel on est? Et surtout, est-ce que ça va intéresser les étudiants, ça, finalement, de savoir qu'il existe une nouvelle université, qu'elle a changé de dimension, alors que peut-être que leurs enjeux, leurs questions seront plus pragmatiques pour la rentrée? C'est une excellente question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Mais je pense que ce qui intéressera les étudiants, c'est pas tant de savoir que c'est une nouvelle université, c'est que c'est une université qui sera là pour eux, avec toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer à la rentrée. Donc, que ce soit au niveau des cours, des aides sociales ou même les associations, je pense que ce sera plus ça leur priorité. D'accord, le rôle que peut jouer l'université, même en dehors des formations, à côté. On parle déjà d'une génération Covid. Est-ce que vous avez le sentiment d'en faire partie? Est-ce que vous pensez que c'est une construction médiatique? Qu'en pensez-vous? C'est la première fois que j'entends parler. Peut-être, je pense pas avoir assez de recul pour dire si vraiment on est une génération Covid, mais ce que j'ai pu voir en tout cas, notamment avec les associations, toute l'équipe présidentielle, même qui n'est pas du tout de ma génération, c'est qu'il y a une réactivité très très forte et on s'est adapté très rapidement à cette situation. Alors après, de là à dire que ça fait de nous une génération Covid, ça va me poser une colle. Vous ne le sentez pas forcément en tout cas. Comment vous imaginez que qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous attendez finalement de la fonction communication ces prochains mois en tant que vice-présidente, là je parle de votre université. Communication. Pour moi, ce serait vraiment réussir. Alors, je sais que le vice-président communication est présent aujourd'hui. Bonjour Philippe. Donc, petit coucou à mon université. Ce serait vraiment de réussir en fait à développer un sentiment d'appartenance fort, même si on n'est pas sur le campus, que les étudiants puissent se dire que l'université est là pour eux, que même s'ils ne viennent pas forcément sur le campus physiquement, ils peuvent adhérer à des associations, faire des enseignements d'ouverture, et qu'en fait, même depuis leur bureau, quand ils sont en Zoom ou sur Discord en cours, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer l'année prochaine, ils puissent se sentir comme s'ils étaient dans une salle de cours. Je ne sais pas si c'était très clair. Si, c'est très clair. Si, c'est très clair. Très bien, on vous garde avec nous, hein, Inora. On reviendra sur ces questions dans quelques instants. Mais on voulait échanger évidemment avec Olivier Rollo, qui est là. Bonjour Olivier. Bonjour. On est très heureux de vous avoir puisque vous êtes un sage pour nous, Olivier. Vous suivez l'actualité de l'enseignement supérieur depuis de nombreuses années. Vous avez occupé différents postes de rédacteur en chef, de journaliste dans un certain nombre de médias. Vous êtes certainement des plus grands experts de la question. Et une première question comme ça, Olivier Rollo. Vous les avez trouvés comment, nos gouvernances et nos DIRCOM pendant cette période? Est-ce qu'ils ont été bons? Plutôt assez bon, parce que je me souviens, le 10 mars, quand Rennes School of Business annonce qu'ils vont fermer leur campus, c'est une relative sidération dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et quand on en parle au ministère de l'enseignement supérieur, on nous dit oui, c'est peut-être pas si urgent que ça. Et le 16, tout est fermé. Donc en quelques jours, il faut réagir. Et là, il y a ceux qui sont plus ou moins préparés. Donc, par exemple, Alice Guillon parlait de schéma. C'est plus évident, effectivement, quand on a un campus en Chine qui a dû fermer, de se retrouver vite en situation de fermer à son tour et de communiquer là-dessus. Ça, c'est la première phase. La deuxième, on ferme, il faut le dire.
C'est là où il ne faut pas faire d'erreur, parce que s'en vanter trop, dire on est les meilleurs, on a fermé le plus vite, on est reparti en ligne ultra rapidement, on est des génies. Bon, c'est peut-être à éviter, c'est pas le moment, alors que la communication est dramatique. On ne peut pas se vanter d'un seul coup d'être les meilleurs. Surtout, tout le monde fait à peu près la même chose à ce moment-là. Donc en plus, on communique sur quelque chose où tout le monde fait la même chose. Et puis, il y a la troisième phase, c'est celle des confinements. Et là, on peut faire un bilan, effectivement, et dire, c'est ce qui se passe ensemble en ce moment, où les établissements racontent ce qu'ils ont vécu, les étudiants disent ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y a l'autre phase, la phase difficile, celle dont on parlait avec l'Université de Lorraine, c'est de communiquer qu'on est attaqué sur la façon dont ont lieu les examens. Et là, on a vu à Paris 1 que ça a été très dur, enfin, c'est allé en justice, ça a été dur dans plein d'universités, parce qu'effectivement, là, les messages sont pas cohérents partout, puisqu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour faire passer ces examens. Il y a le contrôle continu, en ligne, il y a la question aussi de la vie privée, enfin, plein de choses qui s'ajoutent. D'ailleurs, même HEC Paris, il y a eu des questions sur la vie privée lors des examens. Donc là, une communication beaucoup plus touchy, on va dire, parce que là, pour le coup, on est attaqué. Et c'est là où les communicants se posent le plus de questions, parce que là, on est vraiment dans une crise qui n'est pas prévisible, qui peut être très dure, parce qu'elle est sur des fonds politiques, des fonds de respect de la vie privée, et ça a été le moment, je dirais, l'acmé de la difficulté pour les communicants. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez les choses? Quelle est votre analyse? Alors, vous n'êtes pas voyant, hein, Olivier Rouleau, mais vous connaissez bien ce secteur. Est-ce que vous imaginez une année 2020-2021 très difficile? Il va falloir être assez humble, je pense, parce que tout le monde va avoir des problèmes. Et le premier problème très difficile à résoudre, ça va être celui de l'emploi des jeunes diplômés. Parce que là, s'il y a un tsunami de chômage chez les jeunes diplômés, c'est tout le modèle économique de l'enseignement supérieur, et en particulier des grandes écoles, puisque la garantie qu'elles apportent, c'est cet emploi, qui va être mis en cause. Et là, il y aura une communication encore de crise très dure à faire. Et c'est là où les écoles, on ne peut pas leur reprocher. Je veux dire, ils sont pour rien, ils ont bien bossé. Il y a une enquête emploi CGE qui est sortie il y a quelques jours, qui est magnifique. Hein, les salaires moyens augmentés, tout allait bien. Et d'un seul coup, patatras, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, il y a une communication très difficile. Et puis, il y a celle à l'international, où pour faire revenir des étudiants étrangers, enfin, avec le bémol, si en Chine, on se reconfine. Bon. Mais bon, là, il y a une communication internationale très forte, alors que des pays se ferment. On voit que les États-Unis veulent moins d'étudiants chinois. L'Australie est en bisbille avec la Chine sur d'autres questions, moins d'étudiants chinois en Australie. Donc, des marchés qui se transforment. Le Brexit, là, on a une vraie question d'attirer les étudiants internationaux et une communication à adapter, à mon avis, largement sur le fait qu'en France, on est en sécurité, on sait gérer le Covid. Cela dit, on va voir. Donc, il faut surtout continuer à penser en termes de Covid. Il ne faut pas se dire c'est fini, ok, on passe à autre chose. Non, non, il faut aller regarder ce qui se passe en Chine, parce que ce qui se passe en Chine, c'est parfois ce qui se passe 2 mois après en France. Vous avez ce regard, vous suivez ce qui se passe dans tous les établissements, les universités internationales. Certaines ont annoncé la fin des cours en présentiel pendant toute l'année à venir. Est-ce que c'est pas un peu prématuré? Est-ce que c'est pas des décisions un peu dures là qui ont été annoncées? Oui, Cambridge a parlé de ne plus faire aucun cours en présentiel en amphi, hein, si j'ai bien compris. Donc, il peut y avoir encore des petits cours. Est-ce que c'est prématuré? C'est compliqué. D'abord, il y a ce que va demander le ministre. Alors, bon, on parle international, mais c'est les mêmes. Enfin, faut regarder les schémas aux États-Unis de ce qu'on demande, ce que les États demandent aux universités. C'est très proche de ce qu'on trouve en France. Donc, c'est distanciation sociale. S'il y a distanciation, si dans un amphi, vous pouvez être la moitié des étudiants habituels ou un tiers, ça change tout. Est-ce que c'est prématuré? Il y a 1 mois, c'était pas prématuré. Là, on commence à se poser des questions, mais si vous regardez ce qui se passe en Chine, on referme en Chine. Donc, je pense que l'enseignement supérieur a tout intérêt à continuer à rester prudent. Et la garantie qu'on donnera de santé aux étudiants et à leurs parents, grands-parents, restera importante à la rentrée. Il ne faut pas trop déconfiner trop rapidement non plus. Il faut rester prudent parce que vraiment, on a le sentiment que tout peut changer très vite. Et encore une fois, ce qui se passe en Chine, il faut le regarder. Et les établissements qui sont présents en Chine le regardent très bien et seront sûrement en avance par rapport aux autres. Anne-Laure Oudinot, bonjour. Vous êtes à Grenoble là aujourd'hui, directrice de la communication de Grenoble École de Management. On dit GEM dans le secteur. Oui.
Depuis déjà quelques années. Bon, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit et sur le gros dispositif également de gestion de crise que vous avez mis en place dans votre établissement. Vous m'aviez envoyé quelques données. Il y a énormément de choses qui ont été faites à Gênes. Je voulais revenir, et ça va intéresser, je pense, Olivier Relot, sur un événement assez intéressant. C'est la conférence de presse online que vous avez organisée. Vous avez l'habitude d'organiser des conférences de presse plutôt en présentiel, d'habitude. Donc là, pour la première fois, vous êtes lancé online, un peu comme notre conférence d'aujourd'hui, avec 18 journalistes présents. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus que d'habitude. Exactement. Donc c'était intéressant parce qu'en fait on était dans la problématique, on voulait lancer notre plan stratégique. Forcément, on voulait le lancer avant la crise. Bon, bah, le plan stratégique, c'est un plan 2020-2025. Et là, donc la crise arrive. Tout le dispositif de com était prêt, sauf que on n'a pas pu le lancer comme on voulait. Moi, j'étais attachée de presse avant d'être aussi DIRCOM. Donc c'est vrai qu'on sait quelles sont les attentes des journalistes et on savait très bien que arriver avec, exactement comme le disait Lilian tout à l'heure, arriver avec des informations très intéressantes sur ce que l'on fait, pourquoi est-ce qu'on est beau et pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs, entre guillemets, ça n'intéressait personne. Là, l'idée, c'était de répondre aux questions des journalistes. Donc, on s'est dit, et là, on était encore dans la période de confinement total. Donc, on s'est dit, on va répondre aux questions. On était très en alignement avec Loïc Roche et Jean-François Fiorina pour être dans une communication extrêmement responsable. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être complètement crucial pour la suite, de rester dans des discours humbles, raisonnés, mais en même temps très identitaires. Donc, comment est-ce qu'on fait passer toutes ces informations-là en même temps? Et donc, on s'est dit, plutôt que de dire on lance notre plan stratégique, on va travailler l'information. Donc, quelles sont les questions que les journalistes se posent aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez géré la crise? Comment ça se passe pour vos étudiants? Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. 2, pourquoi quels sont les impacts de la crise, on va dire à moyen terme sur nos enseignements? Troisièmement, et grosse question, c'est comment va se passer la rentrée? Et ça, c'est une vraie question aussi. Et puis, concrètement, comment est-ce que nous, on réagit à long terme? Donc, en fait, on a orchestré du court terme au long terme, ce qui nous a permis, au final, d'expliquer que nous, on avait construit notre plan stratégique avant la crise, qu'on l'avait challengé, qu'il portait en lui des notions vraiment intéressantes autour de l'expérimentation, autour du fait de se tromper, autour du fait de réagir par rapport à la complexité, autour de la paix économique, de la géopolitique, qui sont des choses qui fondamentalement restent et vont être amplifiées à l'école. Donc, on a fait d'une pierre 53 coups. Olivier, tu me diras si j'ai raison sur ce sujet-là. Et je pense qu'on a répondu aux questions. Et donc, on a réussi à mêler aussi pour la première fois la presse locale et la presse nationale. De la presse nationale, certains journalistes qu'on ne touchait pas. On est en train de faire la même chose au niveau international. On est en train d'adapter aussi ces messages-là. Mais l'important, je disais, une com raisonnée, une com courageuse aussi. On a été, alors, je vais pas dire qu'on a été les premiers parce que c'est pas l'idée. Tu as raison, Olivier. Faut pas se vanter dans des moments difficiles. Mais effectivement, à dire que la rentrée allait être en distanciel, ce qui nous a valu, bien évidemment, la même chose. En tout cas, quelques retours de bâton par rapport à un certain nombre de candidats. Mais pour nous, c'était important de ne pas faire de fausses promesses, comme de dire vous allez tous pouvoir partir à l'international au premier semestre. Non. La rentrée va être normale. Non. On ne peut pas avoir ce type de discours-là. Donc, il faut être courageux. Il ne faut pas non plus être complètement tête brûlée. Il faut être aligné dans ses messages. Voilà, c'est une communication courageuse. Je reviens juste sur cette conférence de presse online, Anne-Laure, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de vos homologues qui nous écoutent aujourd'hui. Je le disais, c'est 18 journalistes, c'est plus que d'habitude. C'est pas forcément toujours facile, à mon avis, de faire venir des journalistes à Grenoble. Vous êtes peut-être obligé parfois d'aller à Paris pour organiser vos conférences de presse. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, vous allez peut-être davantage utiliser ce dispositif online que de vous embêter à essayer d'organiser des conférences de presse en présentiel plus difficiles et moins efficaces quelque part?
Bien sûr. Alors moi, c'est une de mes autres grandes convictions par rapport à la crise, c'est qu'on va basculer dans une communication digitale pour tout, pour l'événementiel, pour l'expérience collaborateur, client, mais aussi surtout pour l'expérience journaliste. Euh, on va mixer, bien évidemment, quand on aura des annonces à faire. Enfin, de toute façon, la conférence de presse telle qu'elle existait il y a 10 ans, elle existait déjà plus avant, hein, faut pas se voiler la face. De toute façon, vous voyez bien que sur certains événements, on arrivait moins à faire venir des gens, alors qu'en fait, on réussissait à avoir autant d'articles par des sujets bien anglais, en one-to-one avec des journalistes. Là, l'avantage, c'est justement de traiter des sujets qui intéressent vraiment les journalistes. Réponse à la crise et comment va se passer la rentrée, ça, tout le monde était hyper intéressé. Et par contre, on va mixer ça avec de la rencontre physique. La rencontre physique, c'est des vraies rencontres, c'est du vrai test, c'est de l'expérimentation. On a fait au mois de janvier, donc juste avant la crise, on a inauguré notre nouveau campus GemLabs, qui est donc un campus avec des plateformes pédagogique, avec un shop connecté, avec un espace serious game, avec un magasin, avec des capteurs partout, un appartement connecté. Bon, bah là, ce qu'on a fait, c'est que on n'est pas venu leur servir de l'information pré-mâchée, on leur a fait tester. Donc, je pense que c'est ce mix d'informations pertinentes, cohérente et avec cette expérimentation de comment vraiment les étudiants vont rentrer dans une salle de classe et comment, quand on rentre dans un appartement connecté, il y a une caméra ici, là, quels sont les impacts et comment les profs vont utiliser ces plateformes-là pour enseigner. Ça, c'est des choses qui permettent vraiment de se rendre compte des expériences et de l'école du futur qu'on veut porter. Je vous voyais dubitatif, Olivier Rollo, là, sur les propos d'Anne-Laure Audinot. Non, quand Anne-Laure dit on non, il a fait oui. Digital, ça c'est bien. Parce que c'est quand même l'idéal, c'est que la conférence de presse elle ait lieu à un endroit et qu'elle soit en même temps filmée pour que d'autres puissent la suivre et éventuellement intervenir. Parce que ce qu'on attend d'une conférence de presse, c'est pas juste de recevoir un message, de poser 2-3 questions. Il y a aussi un côté informel ensuite, où on essaye d'aller plus loin, de discuter. Et souvent, c'est quand même là qu'on a des infos. Voilà, faut dire. Hein. Est-ce que Olivier Rollo, est-ce que c'est pas la question de ce qu'on appelle le off journalisme qu'on ne peut plus avoir finalement quand on est dans le dispositif online, quoi. Voilà, là c'est compliqué. Surtout qu'à la fin des conférences, ça s'arrête. Donc on a du mal. Enfin, c'est là où il manque encore des outils pour dire hello, ça serait bien si vous voulez rester 2 minutes. Mais bon, faire du off alors que c'est en ligne, on se demande si on est écouté ou pas. De toute façon, c'est très compliqué. Donc effectivement, bon, je milite pour qu'on refasse des vraies conférences de presse. Merci Anne-Laure. Voilà, c'est bien noté. Un dernier mot peut-être, Anne-Laure, parce que c'est une question qu'on avait évoquée ensemble quand on avait pu échanger avant cette conférence aujourd'hui. Vous avez choisi d'utiliser votre budget dédié à la marque, votre budget branding pour faire davantage de promotion pendant cette période. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de dégrader un peu justement la qualité de votre image de marque, d'être un peu plus produit et puis un petit peu moins ambitieux, un peu moins émotionnel dans vos prises de parole? Alors d'abord, il faut être pragmatique. On a une rentrée à assurer, on a des candidats à attirer, on n'avait pas de moyens en fait de les contacter en direct puisqu'on n'a plus, en tout cas en physique, puisque par exemple pour le programme Grande École, tous les euros comme pour toutes les écoles ont été supprimés. Donc là, il a fallu réorienter tous les budgets qui étaient en fait liés et à la marque, on va dire autour de la promotion, ont été réorientés complètement sur la promotion. Et puis surtout, il y a des budgets aussi de branding qu'on n'a pas utilisés. Donc on fait pas mal de com dans les aéroports ou tout ce qui est display. Bon ça c'est des choses qu'on a reporté. Donc il y a un truc un peu mécanique qui s'est fait. Après c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé le branding. Sur les dernières années, avec une nouvelle plateforme de marque, avec un logo créé il y a quelques années. Donc là, on est plus maintenant dans des choses qu'on peut faire nous en interne, puisque tous nos graphistes sont formés. Donc on a plus développé et investi, on va dire, sur les outils digitaux, sur des visites virtuelles, sur une JPO en ligne. On a fait une JPO en ligne pour les étudiants internationaux qui a effectivement super bien marché. Donc
Voilà, c'est plus une réorientation très pragmatique. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, que tout sera sur du commercial. Mais voilà, enfin après, pour être très clair, hein, dans les écoles, le chiffre d'affaires tombe au mois de septembre, donc les rentrées sont cruciales. Et là, on prépare déjà la rentrée d'après avec plein d'outils nouveaux. Donc aussi, on s'amuse beaucoup. On découvre beaucoup, on expérimente beaucoup, on se plante aussi, mais ça c'est pas grave et c'est normal, ça fait partie du métier. Et en même temps, on garde la tête froide parce qu'on sait que la situation est complexe, qu'elle va continuer à être complexe. Donc, si c'est un mot là-dessus sur lequel j'aimerais terminer, c'est restons concentrés et continuons à faire tous du bon boulot. Et d'ailleurs, je voulais saluer tout ce que font là, toutes les personnes qui sont là, parce que c'est vrai que je suis allée faire pas mal de benchmarks sur les sites et des écoles et des universités en France à l'international, et tout le monde a déployé des trésors d'inventivité et de créativité, et c'est bien de le souligner. Donc bravo à toutes et à tous. Et d'ailleurs, aussi bien d'ailleurs dans les universités que les grandes écoles. Enfin, c'est vrai qu'on a rarement vu autant de mobilisation. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets aujourd'hui. Nous, on a constaté en tout cas, par exemple, à l'agence que vous avez utilisé de façon absolument fantastique Instagram pendant ces derniers mois. Peut-être que voilà, cet outil a enfin trouvé un véritable sens. Enfin, on a trouvé que que ce soit dans les écoles de commerce, d'ingénieurs ou même toutes les universités, cet outil il a complètement explosé. Les contenus étaient qualitatifs, intéressants, réactifs. Enfin, c'était vraiment extrêmement intéressant. Ça changeait un peu des photos de chatons, de campus, de bonhommes de neige et d'arc-en-ciel de d'habitude, en quelque sorte. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous. On est bientôt sur la fin de la conférence. Hein. On est encore quasiment 300 en ligne, donc il y a encore évidemment du monde pour nous entendre. On va peut-être prendre quelques questions, Tatiana. Je voyais que François Germinet, Olivier Rouleau précisait qu'il faut faire attention quand Olivier vient vous voir à la fin de la conférence de presse. Voilà, oui. Pour info. Oui, ça fait partie des alertes un peu des conférences de presse en physique. Enfin, pour être honnête, il dit pas viens vous voir, il dit vous fait boire d'ailleurs. Voilà, bon, ça n'engage que François Germinet. Oui, alors Tatiana, quelques questions. Sur les questions, il y a beaucoup d'attentes sur des enquêtes et baromètres sur l'impact réel de cette crise en termes de sentiment d'appartenance auprès des communautés, mais je crois que le message a été entendu côté de l'ARCES, donc je pense que c'est des points qui vont être traités dans les prochains mois. Mais sinon, beaucoup de questions encore sur la rentrée et sur les dispositifs de communication qui vont être mis en place très concrètement dans des scénarios qui sont pour l'instant encore flous. Donc peut-être côté Enora, qu'est-ce que vous attendriez? Côté GEM, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour cette rentrée? Très bien. Oui, je vois effectivement en direct sur les questions que les intervenants répondent oui. Par écrit. D'accord, ok. Donc, on découvre aussi, nous, les outils et les nouvelles façons d'animer des conférences. C'est un peu déstabilisant, mais c'est évidemment super riche. On va bientôt arriver à la fin de notre séquence du jour. Bien sûr, il y aura d'autres temps. On vous donnera d'autres rendez-vous puisqu'on continuera aussi sur ces formats et puis on espère pouvoir organiser prochainement des conférences aussi en présentiel, dans le dur, pour faire plaisir à Olivier. Voilà, on pensera à Olivier. Et j'espère que vous serez également avec nous. Il y a peut-être juste un petit invité surprise pour finir. Je ne sais pas si en régie il est possible de le retrouver dans le public. On voulait accueillir Sébastien Mercier. Alors je ne sais pas si Tatiana, il est en train de se connecter. Il a entendu notre appel. Il a entendu notre appel, Sébastien Mercier, parce que c'est un dernier sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui et qui nous semblait super important. Et on voulait accueillir Sébastien Mercier pour peut-être ce tout dernier point. Alors, on ne vous voit pas, Sébastien. Non, je ne sais pas si vous m'entendez. J'essaie d'activer la webcam. Voilà, vous êtes une petite pastille qui vibre, mais c'est déjà pas mal. Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est essentiel. Désolé, j'essaie d'activer la webcam, mais ça ne marche pas. Bonjour à tous. Écoutez, on vous entend, c'est bien essentiel. Sébastien, vous êtes le directeur du développement de l'étudiant. Oui. Et vous êtes particulièrement, évidemment, en ce moment sur la question de l'organisation des salons. Exactement.
Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait aborder cette question un peu bonus dans le cadre de cette conférence, parce que c'est vrai que les salons, c'est souvent un budget assez important pour les directions de la communication, dans les écoles ou dans les universités. C'est même souvent un des principaux budgets dans l'année. Et c'est vrai que on s'interroge sur vos salons ainsi que ceux de vos concurrents, évidemment, hein, tout au long de cette année 2020-2021. Vous avez décidé, coûte que coûte, de maintenir vos salons à partir du mois de septembre. Alors, c'est pas coûte que coûte, hein, on le fait naturellement si on a bien l'aval des autorités et on fait ça comme il convient de le faire. Simplement, aujourd'hui, on a des signaux plutôt positifs et donc on est relativement confiant quant à l'organisation effectivement de nos événements à partir de la rentrée comme cela était prévu. Par contre, bien évidemment, ceux-ci seront organisés avec un certain nombre de règles précises, notamment sanitaires, qui permettront d'une part d'en assurer le succès, mais aussi et surtout d'assurer, on va dire, la sécurité des visiteurs et des exposants. Et est-ce qu'on peut garantir sécurité et efficacité en même temps, aussi bien qu'avant, j'ai envie de dire? Alors, on travaille depuis naturellement maintenant plusieurs semaines sur la mise en place de l'organisation de nos événements. On va dire qu'il y a un critère essentiel qui sera retenu dans l'organisation de nos salons, mais de tous les salons en général, c'est la question de la densité de visiteurs au mètre carré. C'est-à-dire qu'un organisateur de salon pourra vraisemblablement, bien évidemment, organiser des salons, mais en respectant ce critère-là, qui est de la densité. On ne pourra pas accueillir plus de X visiteurs sur X mètres carrés. Et pour cela, nous, on prévoit un certain nombre de dispositifs pour permettre, comme je le disais, d'une part que les événements répondent aux attentes des visiteurs, mais aussi des exposants, bien évidemment. Il y a plusieurs critères, et des critères très techniques, c'est-à-dire que certains salons auront des allées plus grandes, avec des plages horaires parfois élargies, mais aussi on va prévoir d'orienter les visiteurs vers des préinscriptions nécessaires. Alors tout ça, ceci dit, ce critère-là, je reviendrai sur quelques autres après qui sont aussi très importants, ça nous a finalement permis de repenser, on va dire, la gestion des flux des salons, qui est un critère essentiel et important, en tout cas pour les exposants comme pour les visiteurs, parce que ça permet d'améliorer aussi l'expérience du visiteur. Mais la préinscription nécessaire, c'est comme ce qu'il se fait aujourd'hui. Hein, quand vous allez dans un musée, vous êtes contraint, on va dire, de réserver des plages horaires et de les respecter. Eh bien, on orientera en tout cas nos visiteurs vers cela. Sur des plages horaires, on va dire de 2 heures par exemple, et lorsqu'une plage horaire de 11 heures à 13 heures sera pleine, eh bien on l'orientera vers du 9h, 11h pour qu'il puisse venir et qu'on puisse accepter sa venue. Alors naturellement, certains visiteurs, pardon Edouard, si je suis trop long, vous me dites, vous me coupez, parce que parfois je fais des phrases trop longues, c'est un de mes défauts. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y avait une réaction intéressante de Florence Lauriac sur le chat qui demandait si les salons en présentiel, du coup, ça voulait dire masque obligatoire toute la journée. Alors, le masque sera vraisemblablement effectivement quelque chose qui sera obligatoire. Oui. Après, pour aller dans les différents éléments que j'évoquais avec vous, il y en aura un autre également que nous, on a choisi principalement, c'est-à-dire que sur un salon aujourd'hui, et tous les auditeurs qui sont là, je pense, je vois plusieurs noms que je connais et qui forcément ont connaissance de la manière dont sont organisés les salons et les visiteurs attendus, c'est-à-dire que vous avez un pourcentage qui est généralement le plus important du cœur de cible qui vient sur le salon. Mais à côté de ce cœur de cible-là, vous avez parfois un public qui est un peu moins prioritaire, on va dire. Pour donner un exemple, quand vous faites un salon d'orientation post-bac, le public cible, ce sont les premières et les terminales. Et vous avez généralement un public, qui plus est depuis 2 ans, un peu plus important de profil de seconde, notamment dans le cadre des choix de spécialité. Eh bien, pour ce public-là, qui sera considéré par nous, mais aussi et surtout par les partenaires avec qui on co-organise les salons, peut-être un peu moins prioritaire. Donc, la communication sera concentrée principalement vers le cœur de cible, c'est-à-dire qu'on fera en sorte que le public cible, première, terminale, soit prioritaire sur l'accès au salon, pour pas finalement que cette fameuse densité au mètre carré soit prise de façon trop importante par un public qui ne serait un peu moins le cœur de cible. Et ça veut dire que vous allez filtrer à l'entrée, vous allez refuser du monde à l'entrée de vos salons? Ceux qui ne seront pas préinscrits Non, tout ça, ça va se faire en termes de communication très en amont, aussi avec les rectorats, les partenaires avec qui on organise les événements, pour la plupart d'entre eux.
Donc non, on refusera personne, simplement toute la communication sera faite dans un sens de incitation, on va dire, à la préinscription, au préenregistrement. Et naturellement, si quelqu'un vient et qu'il est en seconde, on le laissera potentiellement rentrer, mais on aura, nous, la garantie de devoir respecter X visiteurs à un instant T. C'est-à-dire que seront prioritaires, naturellement, ceux qui seront préinscrits et de manière préférente, voilà, cœur de cible, on va dire. Ok. Donc l'autre critère, juste pour finir, Edouard, comme oui. ça je vous aurais tout dit, notamment sur ceux qui sont voilà, pressentis, c'est que vous avez aussi les accompagnants qui sont une part finalement importante et attendue aussi de la part des exposants. Je parle notamment des parents. Et vous avez aujourd'hui parfois un première ou un terminal qui vient avec son papa, sa maman et parfois sa petite sœur. Et bien là, ce que l'on demandera, c'est que ce jeune vienne principalement prioritairement avec un de ses deux parents. Aussi, l'appareil pour que finalement, sur un salon, le public attendu, lorsque l'on avait, je dis n'importe quoi, mais sur un salon, 6000 visiteurs qui étaient un public qualifié prioritaire, on puisse le retrouver, même plus potentiellement, sur nos salons dès la rentrée. D'accord, très bien. Un mot peut-être juste vraiment très rapide pour finir, Sébastien Mercier. Vous avez aussi organisé, je crois d'ailleurs que c'est cette semaine, hein, vos premiers salons virtuels. Je crois que le premier salon s'est tenu hier. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Alors écoutez, effectivement, il a démarré hier, il se poursuit jusque samedi. On a été agréablement surpris. Enfin, nous, c'est pas le plus important quelque part. On va dire que les exposants qui nous accompagnent, ils sont 150, hein, ils sont très nombreux. J'invite d'ailleurs à tous les exposants et enfin tous les personnes qui sont là présents et vous-même à aller le voir. C'est vrai qu'il y a un contenu très riche. Il y a 150 exposants, il y a 50 conférences pendant ces 4 jours. Et finalement, le succès d'un événement, c'est son contenu, tout comme un salon physique. Lorsque vous offrez un contenu riche aux visiteurs attendus, eh bien, ça les amène à venir. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris par cette première journée, puisqu'on a eu près de 10 000 visites. Alors, pas de visiteurs uniques, hein, je parle de visites sur les stands. En visiteur unique, on était à peu près à 1500 sur cette journée. Ça veut dire qu'un visiteur visite à peu près 7 à 8 stands. Donc, sur ces chiffres-là, on est plutôt agréablement surpris. Sur l'expérience visiteur exposant aussi, ils trouvent que la solution est quand même est très bien faite. Et les conférences ont également plutôt bien marché. On a un point d'amélioration, rien n'est parfait toujours. Le point d'amélioration, c'est, si vous voulez, quand vous avez des jeunes, donc là je disais 10 000 visites sur les stands, on a eu à peu près 1800 mises en relation, c'est-à-dire des jeunes qui ont posé des questions aux exposants. Donc 1800, finalement, c'est pas mal. Mais versus les 10 000 visites, si vous voulez, c'est là où on se trouve que ce ratio-là doit être amélioré. C'est-à-dire que les jeunes, finalement, visitent les stands, se rendent compte qu'il y a des informations importantes, enfin intéressantes, ils les prennent en tout cas, des vidéos, des brochures, de l'information sur les écoles, mais c'est la mise en relation qu'il faut améliorer. Alors après, les exposants ont possibilité de faire de l'export de données, de savoir qui a visité ces stands et on va dire d'être proactif vis-à-vis d'eux, et c'est tout ça que l'on met en place. Mais on va dire que cette première journée, on en est plutôt pour le moment satisfait, et l'idée c'est qu'elle continue comme il faut jusque samedi et qu'elle continue à s'améliorer. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien Mercier, pour cette intervention bonus, si je puis dire. Mais c'est vrai que, encore une fois, la question des salons est quand même un outil, un levier extrêmement important dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, on voulait quand même aborder ce chapitre également. Voilà, on va arriver vers la fin de notre conférence. On est évidemment un petit peu en retard, mais ça, c'est normal. C'est comme dans la vraie vie, c'est comme IRL, comme on dit. On a un timing et puis c'est toujours un peu difficile de le suivre. On va remercier évidemment tous les intervenants qui ont participé à cette conférence, qui doivent être encore là d'ailleurs dans le public. Un grand merci évidemment aussi à l'ARCES et à toutes ces équipes qui ont soutenu cet événement. À toute l'équipe de Campuscom également ultra mobilisée, n'est-ce pas, Tatiana, parce que tout le monde est dans les bureaux, au cours à droite à gauche là, depuis le début de la matinée. Et puis juste peut-être un mot sur un prochain rendez-vous à noter dès maintenant. Je vois que vous êtes encore 250 là en ligne. À noter dès maintenant sur vos tablettes. C'est la prochaine conférence qui sera dédiée à la question de la communication interne dans l'enseignement supérieur et qui sera organisée par l'ARCES, par également Comosup
Et nos amis de Campus Matin, ça se déroulera le 9 juillet. Donc, vous pouvez noter ça dès maintenant, save the date. Je pense que toutes les informations seront disponibles sur le site de l'ARCES et sur Campus Matin, qu'on salue également Campus Matin, parce que c'est un nouveau média qui a pris son essor dans le secteur de l'enseignement supérieur pendant cette crise du Covid. On sait qu'ils doivent très certainement nous suivre également. Voilà, donc le 9 juillet, la com interne, ce sera également à suivre en direct. Et puis, on vous donne rendez-vous également, comme évoqué, cet après-midi à partir de 14h30 heure française pour notre conférence avec Eprio consacrée à justement la question de l'organisation événementielle online. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Tatiana pour… Merci. Vous recevrez un lien pour suivre le replay juste après la fin de ce webinaire. Voilà, qui sera évidemment accessible. Merci à Sabine également sur Twitter avec pas mal de tweets sur le hashtag ConfESR tout au long de notre événement. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.